Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, tome 1. Nous en sommes au chapitre 19. Ce soir, nous lirons les chapitres 19, 20 et 21 de la troisième partie toujours. Et c'est donc notre cinquième live sur cette œuvre. Si vous voulez trouver le détail du programme du live du jour, ou de la rediffusion plutôt si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à checker la barre de lecture de la vidéo ou la description de cette vidéo, et vous trouverez des chapitrages, des timecodes vous permettant de passer l'introduction du live, les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et d'aller directement où bon vous semble dans celle-ci. Ça peut aussi vous servir de marque-page, par exemple vous pouvez venir picorer le chapitre 19, et puis mettre un petit marque-page vous souvenir que vous êtes au chapitre 20, hop, vous revenez plus tard, vous avez le timecode. Bref, c'est bien fait, tout est legit. Et puis, si vous voulez retrouver l'ensemble des épisodes, ça sera dans la playlist. Et si on découvre, et si on lisait Don Quichotte sur ma chaîne YouTube encore une fois. Voili, voilou. Mais d'abord, comme d'habitude, une petite introduction de 10-15 minutes où on va discuter un petit peu ensemble sur le live, sur le chat Twitch. Ça permet aux gens qui voudraient à tout prix suivre la lecture en live d'avoir le temps d'arriver, d'avoir le temps de choper la petite notification qui dit «Hey, Planet Théo a commencé à live». Donc voilà. Et puis ça permet aussi tout simplement de discuter un peu avec vous parce que c'est vrai que c'est important de prendre des nouvelles l'un de l'autre, n'est-ce pas, chers viewers, les uns des autres même. Et puis, euh, et puis ouais, moi ça me permet aussi voilà, de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe sur la chaîne, de ce qui se passe sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, mais aussi également sur tous mes autres projets. Donc voilà, un bon petit programme, plein de choses à dire. J'ai l'impression d'être très calme ce soir. Hier, il y a déjà eu un live cette semaine. Hier, on a fait un live sur South Park. Et c'est vrai que j'ai été éclaté, mais vraiment éclaté de fatigue. Donc hier, c'était pas très beau à voir, je pense. Ce soir, je pense être encore un petit peu fatigué, même si j'ai fait une nuit de 11-12 heures, un truc comme ça. J'ai rattrapé pour les 3 nuits d'avant. Mais du coup, voilà, je pense encore être un peu fatigué, et je pense que ma fatigue du soir résulte en cet état de calme incroyable, cet état de je suis posé, je vais aller lentement. Mais bon, je vais quand même, vous le savez, compter sur moi là-dessus, faire de mon mieux, essayer de mon mieux de faire la lecture la plus agréable possible pour vous les amis. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire. Je vous souhaite bon courage ou bon amusement, peu importe l'activité que vous êtes en train de faire en m'écoutant. Et surtout, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et du coup, bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le live. Bonsoir Mopito, bonsoir Miari Laura. Comment allez-vous, chers amis? Merci Miari pour le troisième mois d'abonnement. Ça me touche, ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup Miari. C'est grâce à ce genre d'action aussi que je garde à ce point la flamme. Parce que, bon, voilà, c'est quelque chose que clairement je fais pour le plaisir. C'est quelque chose que clairement je kiffe faire. Mais c'est vrai que, par exemple, je vais vous donner l'exemple inverse, ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Quand je fais des lives seul, absolument seul, et que j'anime et que je parle seul pendant 2-3 heures, bon, les lives de lecture durent souvent moins, mais et bah ça fout un petit coup au moral quand même. Ça fout un petit coup au moral, on se dit oula, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Mais alors, suis-je comme ci, c'est comme ça? Non, je rigole, j'en suis pas à ces points-là. Mais c'est vrai que bon, ça fait un petit bémol. Alors que à contrario, quand je reçois du soutien comme des abonnements, comme des follow, comme des messages, peu importe le type de soutien que vous pouvez me communiquer, eh bien ça fait chaud au cœur et au contraire ça donne encore plus envie de faire ça et ça fait encore plus plaisir de partager cette activité en votre compagnie. Ça va plutôt bien, Miari, merci de le demander, à l'exception du coup, comme je le disais, de ma fatigue assez difficile à traverser là. Mais bon, on va faire avec, on va faire bien. Bonsoir l'écoute aux portes, bienvenue sur le live, comment tu vas? Comment tu vas, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. D'ailleurs, merci également à Félix Félicis 3000 qui a follow pendant que j'étais en off. C'est marrant, j'ai beaucoup de follow quand je suis en off et je ne comprends pas vraiment. Alors après, on n'est pas tous pareils, mais c'est vrai que moi, à titre personnel,
je ne consomme jamais de rediffusion sur Twitch, ou... Enfin non, pas jamais. Je consomme très très rarement des rediffusions sur Twitch, mais comme quoi ça doit pas être le cas de la majorité, parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment autant de follow en live qu'hors live. C'est marrant. En tout cas, merci. Ça fait plaisir encore une fois. Et donc, bon, on est encore assez early dans la semaine, donc je vais pouvoir, ouah, je vais pouvoir un petit peu vous faire la programmation de la semaine, vous dire le programme, ce qui va se passer, tout ça, tout ça. Sur la chaîne Twitch, en termes de live, il y a eu un live sur South Park hier, donc je l'ai déjà dit. Il risque d'y en avoir un deuxième, peut-être mercredi, mais j'en doute très fort. Donc demain, mais j'en doute très très fort. Il y a 5% de chances que ça se fasse, je dirais. Vous voyez, c'est très peu. Euh, Par contre, samedi, il y a moyen qu'il y ait le second épisode de la semaine. Samedi, peut-être dans l'après-midi, peut-être dans la soirée, je ne sais pas. En tout cas, ça serait peut-être, je pense, vers... En tout cas, ouais, je dirais qu'on est vers les... Pour le moment, vers les 50%. Il y a une chance sur deux que ça fonctionne. Mais enfin bon, bref. Sinon, on a bien entendu la lecture de ce soir et également la lecture de vendredi à 21h, toujours sur Don Quichotte. Demain, mercredi, s'il n'y a pas South Park, il ne devrait rien y avoir d'autre. J'ai déjà prévu pas mal de choses pour demain, à vrai dire. Euh, Jeudi, gros live et gros retour et gros exercice pour moi, puisque ça va être le retour des présentations de mise à jour de Sea of Thieves. Donc je suis très impatient et à la fois un petit peu stressé vite fait, hein. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce format. Et donc bah, j'ai envie de le faire bien. J'ai envie de vous présenter comme il se doit la mise à jour, qu'on la découvre ensemble en live. Et puis, petit stress aussi, parce que comme je vous l'ai déjà communiqué plusieurs fois, j'ai fait des réglages micro totalement nouveaux qui, je l'espère, devraient rendre la qualité du micro clean lors des lives de gaming. Donc voilà, les réglages micro ont changé pour tous les lives, mais après avoir fait le live de lecture de vendredi, le live de découverte de dimanche, et même le live d'hier sur South Park, j'ai l'impression que les nouveaux réglages micro fonctionnent très très bien quand mon ventilateur de PC n'est pas à fond. Donc voilà, l'ultime test, ça sera jeudi à 21h pour la présentation de la mise à jour de Sea of Thieves. Ça nous amène donc à vendredi lecture, samedi peut-être South Park, et enfin dimanche 15h. Et si on découvrait l'univers de League of Legends, certainement un épisode un petit peu spécial parce qu'il ne sera pas dédié à un champion, mais à une nouvelle en particulier qui grosso modo est une nouvelle en lien avec le lore que les développeurs ont créé pour une gamme de skins sur le jeu. Donc c'est très très spécifique, ça sera un petit peu différent d'habitude. On verra comment ça se passe, j'avoue que j'appréhende pas mal aussi ce truc-là. On verra comment ça se passe dimanche. Et puis je pense avoir fait le tour des lives de la semaine, ça fait déjà un bon paquet, je crois qu'on en a 5 de prévus. Donc c'est déjà pas mal, sachant que j'en ferai peut-être un sixième du coup. Donc ouais, c'est vraiment pas mal je pense. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je suis toujours dans cette dynamique d'essayer de vouloir faire de plus en plus de lives, de plus en plus diversifiés et tutti quanti. Alors, Miari qui nous dit, l'autre jour tu disais que tu consommais des rediffs justement parce que tu n'avais pas le temps de participer à des lives IRL, il me semble pourtant. Alors oui, mais je regarde des rediffusions sur YouTube. Je regarde beaucoup, énormément de rediffusions, énormément de VOD, mais sur YouTube, pas sur Twitch. Sur Twitch, c'est vraiment rare que je regarde une rediffusion. Faut vraiment que ça soit genre une série que je suive activement et qu'il s'est trouvé par A plus B que j'étais pas là à ce moment-là. Mais c'est vraiment très rare pour le coup. Et du coup, bonsoir E-Tech, bonsoir Morticia. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien également. Merci de nous rejoindre encore à nouveau, ça fait plaisir. Alors Morticia, tu nous as rejoint hier sur les lives South Park. Je t'avoue que ce soir, ça va être totalement une autre ambiance. Donc bah, si tu as la curiosité de rester parmi nous, ça sera avec plaisir que je t'accueille. Et puis ouais, j'espère que ça te plaira si c'est le cas. Donc voilà, j'ai fait grosso merdo le bilan de ce qui allait se passer cette semaine en termes de live. Bien sûr, il y aura les rediffusions de tous les lives dont je viens de vous parler, hein, vous le savez. Euh,
Mais sachez que ce n'est pas tout ce que je vais faire cette semaine, puisque je l'ai partagé sur Discord d'ailleurs, et on a eu des petites discussions et tout, c'était rigolo. Grosso modo, en ce moment, je suis un peu dans une phase de planification, d'organisation. Comme je le disais la dernière fois, mais je crois que je l'ai déjà dit en live de lecture en plus la dernière fois, je suis dans une phase où j'avance pas, mais j'avance. C'est-à-dire que visuellement, peut-être que vous vous dites, ah mais il n'y a plus de live de jeu de rôle, il n'y a plus de live d'improvisation avec ça me rappelle une histoire, il n'y a pas de live de musique dont il avait parlé, et ainsi de suite. Je vous avais dit aussi que je voulais faire des nouveaux concepts, tenter plus de choses, peut-être faire aussi des lives plus chill et plus à l'arrache. Alors voilà, peut-être que vous vous dites, mais tout ça, ça n'existe pas alors. Je me prépare parce que ça devient compliqué. En fait, je commence à avoir pas mal de choses à faire, l'air de rien, et ça devient compliqué de concilier tout ça. Donc, bah, notamment, ça passe par de la préparation, de la planification, des ordres de priorité aussi, où je me dis, ok, ça je vais le faire maintenant, ça je le ferai plus tard. Là, j'ai envoyé la photo sur Discord, pour ceux que ça intéresse de rejoindre le Discord, n'hésitez pas, c'est très sympa de discuter ensemble. J'ai créé un tableau avec 4 colonnes, une colonne tous les jours où j'ai écrit tout ce que je fais quotidiennement, un peu ma routine. Et voilà, comme ça, toute la journée, je peux aller y cocher comme ça. Euh, Après, j'ai la colonne aujourd'hui, où c'est vraiment les tâches spécifiques au jour d'aujourd'hui que je dois réaliser. Ensuite, j'ai la colonne à faire. Donc ça, c'est des choses où c'est un peu nébuleux. Je sais que ça serait bien que je le fasse bientôt, mais j'ai pas de date butoir. C'est un petit peu quand je veux, etc., etc. Mais c'est important que je les fasse. Et puis enfin, il y a la case, la colonne rendez-vous et échéance. Donc là, c'est la même chose, mais avec des deadlines. Voilà, par exemple, le prochain épisode de jeu de rôle, Tears of Steel, je sais que j'aimerais vraiment, vraiment terminer. Enfin, j'aimerais vraiment que ce live du deuxième épisode de Tears of Steel ait lieu avant le 15 février. Voili voilou. Ah oui, le tableau top organisation, j'ai vu marionnette dessus. Alors, celui où il était écrit marionnette, du coup, c'était l'ancien tableau. Parce que grosso modo, j'avais un énorme tableau avec plein de ronds et plein de d'activités, de domaines qui me plaisaient. Et c'était très intéressant et c'était très cool, sauf que ça bougeait pas beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, j'écrivais un truc, j'ajoutais un truc. Mais c'était plus une sorte de reminder. En gros, voilà, c'était un peu comme ça que je le voyais, l'ancien tableau. Je le voyais un peu comme un reminder. C'est-à-dire que c'était très agréable de le voir tous les jours et de me dire, ok, c'est vrai que j'ai ça. C'est vrai que j'ai ça dans les cartons, c'est vrai que j'ai ça dans les tiroirs, et c'est vrai que j'aimerais faire ceci, cela, etc. etc. Donc voilà, ça c'était vraiment l'ancien tableau. Je l'ai pris en photo, bien sûr, parce que c'est important pour moi de garder tout ça en mémoire, et il y a tout un tas d'activités qui passent un petit peu au second plan, mais que j'aimerais un jour refaire venir au premier plan. Donc là voilà, c'est vraiment la deuxième photo du coup que j'ai partagée sur Discord avec le tableau et les colonnes. C'est le tableau actuel, et c'est dans cette démarche, dans cette envie d'essayer d'être plus organisé, et aussi peut-être de me motiver en fait. Parce que je me dis que ça va créer des chemins de récompense quelque part dans mes synapses, quelque part dans mon cerveau, où du coup tous les soirs ou même toute la journée, au fur et à mesure de la journée, quand je finis une activité, je coche en vert, et je me dis bah, ça va finir par créer des chemins de récompense dans mes cerveaux, où je vais avoir une vraie satisfaction et un vrai plaisir à me dire yes, j'ai réussi à faire tout ça aujourd'hui. Je pense que ce déclic, enfin ce déclic, ouais, cette idée m'est venue aussi également du bilan de l'année 2020. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait le bilan de l'année 2020 de la chaîne, je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça cette année, et j'étais vraiment soufflé. J'étais très étonné d'avoir fait autant de choses en 2020. Donc voilà, je pense que c'est un peu l'envie aussi de reproduire ça de manière quotidienne, en quelque sorte. Et du coup, bah voilà, les projets avec les marionnettes pour le moment passent un petit peu au second plan, mais tout ce qui a attrait aux marionnettes me plaît grandement, et j'espère faire des choses avec des marionnettes bientôt. Du coup, Morticia, je pense rester jusqu'à 10 h, j'ai cours demain, bah pas de problème, tu restes jusqu'à quand tu veux. Ça me fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Ok, c'est bon. Mon PC était en train de charger, j'ai eu peur qu'il y ait des lags parce qu'hier j'ai l'impression qu'OBS laguait pas mal. Dites-moi, si vous crachez, vous saurez que c'est un lag bizarre que j'ai eu.
mais dites-moi s'il y a des frises, des pertes de son, d'image, etc. Je connais ça, parfois il y a des choses à faire qui t'empêchent de faire ce que tu veux, mais bon, genre créer ta micro-entreprise, te trouver un nouveau PC. Exactement, Miari. C'est exactement cette phase dans laquelle je suis. Éliminer tout ce qui est handicapant et organiser, se créer son cocon. Se créer son cocon, se créer son nid, organiser sa piste de décollage pour pouvoir mieux décoller. Voilà, voilà. Alors je vois les messages de Mopito qui ont rapport à la lecture, donc j'y viendrai ensuite. Pour terminer tout simplement sur cette semaine, sachez que, par exemple, avant la fin de la semaine, je dois finir quelque chose. D'ailleurs, c'est sur la photo que j'ai postée sur Discord, je crois. Mais avant la fin de semaine, il faut que je termine quelque chose. Et j'ai commencé à travailler dessus aujourd'hui. Ça n'a pas été très long aujourd'hui, j'avais pas grand-chose à faire, ça va. Enfin, en tout cas sur ce projet. Et je poursuis demain. Sachez que demain, je vais avoir besoin d'un micro, je vais avoir besoin d'enregistrer ma voix. Et j'en dis pas plus pour le moment parce que je veux tenir ça un peu secret, un petit peu surprise jusqu'à la sortie. Mais sachez que il y a du contenu qui n'est pas du live, qui devrait arriver assez bientôt. Voilà, dans les jours, semaines à venir. Mais si j'arrive à me motiver et à suivre mon tableau, normalement, avant la fin de semaine, ça sera disponible. Voilà, voilou. Il y a un site pour créer un perso et à chaque fois que tu marques que tu as rempli une tâche que tu t'es toi-même défini, il gagne de l'XP. Ouais, je sais, je connais ce truc-là, Miari. Je sais plus le nom. Ma mère et mon frère l'utilisent. Je connais plus le nom, mais ouais, en gros, c'est la grande mode de faire ça, de gamifier tout un tas d'activités, de domaines. Euh, J'avoue que moi, ce truc-là, voilà, j'ai trouvé ça drôle, mais je ne pense pas que ça fonctionnerait avec moi. Mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. Et encore une fois, bah, c'est ce dont on discutait sur le Discord justement quand j'ai partagé le tableau. Je pense que c'est une quête inachevée et inachevable quelque part. euh, de se renseigner sur ce qui se fait et bah, d'apprendre à se connaître et voilà, d'être franc aussi avec soi-même, hein, et de voir et de se dire, bah non, c'est vrai que ce truc-là, je pense que jamais ça fonctionnera sur moi. Ah tiens, par là-bas, faudrait que je fouille, j'ai l'impression que ça a un effet bénéfique. Et voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, et c'est un équilibrage de chaque instant, et je pense qui dure tout le long de la vie, parce que voilà, on change et on est différent au fur et à mesure aussi. Mais ouais, c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce début d'année. Essayer de trouver des réglages, des équilibrages qui me permettent de faire tout ce que j'aimerais faire de manière le plus agréable et le plus optimisé possible. Voilà, voilou. Au final, j'ai beaucoup parlé. Mais bon, c'est pas grave. C'est le premier live de lecture de la semaine. En général, je bavasse beaucoup. Mais ouais, ça me fait plaisir aussi de parler avec vous, les amis. On va pouvoir passer à la lecture. La dernière fois, Don Quichotte et Sancho Panza s'en sont pris plein la tête. Je ne vais pas retracer toute l'histoire, mais grosso modo, il y a eu plusieurs péripéties où ils se sont confrontés à divers dangers, on va dire. Que ce soit l'auberge qu'ils prenaient pour un château, ou que ce soit les moutons et les brebis qu'ils prenaient pour une guerre, l'armée d'une guerre, enfin les armées d'une guerre même. Mais au final, Sancho Panza et Don Quichotte s'en sont toujours tirés avec des gros bobos. Donc voilà un peu où on s'est laissé, et voilà la suite directe de cela, puisque je rappelle que les chapitres sont très liés les uns aux autres, notamment le chapitre 18, par lequel j'ai terminé la dernière fois, finissait par cette phrase: allant tout doucement, parce que la douleur des mâchoires ne permettait à Don Quichotte ni de se reposer, ni de penser à se hâter, Sancho voulut lui faire la conversation, et le divertir en lui parlant. Et entre autres choses qu'il lui dit, il y eut ce qu'on lira au chapitre suivant. Donc vous le comprenez, le chapitre 19 que je m'apprête à vous lire va être directement la suite de ce que Sancho a bien pu dire à Don Quichotte. Du coup, cette fois-ci qu'on entre dans la lecture, je vais lire tes messages, Mopito. Alors, Mopito qui nous donne un petit peu de renseignements supplémentaires sur Cervantes, a priori, donc l'auteur de Don Quichotte. Pour la petite histoire, Cervantes a lui-même eu une vie d'aventure. Il s'est engagé dans l'armée et a participé à une des plus grandes batailles navales du... Alors, une des plus grandes batailles navales
contre la Turquie, où il a reçu 3 balles d'arquebuse. Plus tard, en rentrant en Espagne avec son frère dans une galère, celle-ci a été attaquée par des pirates et il s'est retrouvé en prison à Alger. Il n'a rien lâché et a tenté de s'évader 4 fois en 5 ans. What? Il a été directement impliqué dans les guerres de religion, ça peut expliquer certains propos du texte. Et B, putain, c'est pas mal le côté historique sur l'auteur que tu apportes là-dessus, Mopito. Merci, tu carries le game, tu carries le live. Ouais, c'est cool comme information. C'est marrant parce que limite on aurait pu se dire en fait on aurait pu se dire l'inverse. Enfin, après il y a tous les profils, hein, j'ai envie de dire. Mais on aurait pu se dire l'inverse par exemple. On aurait pu se dire que l'auteur était en manque d'aventure et que du coup c'est pour ça qu'il a créé une grande épopée, etc. Une grande parodie de roman de chevalerie. Euh, ou bien, à contrario, et a priori c'est le cas, peut-être que comme Rimbaud, qui a eu une vie très très courte en tant que poète, bah voilà, il avait juste envie d'aventure plus que tout, et sa vie était peut-être même plus palpitante, entre guillemets. Enfin, plus palpitante. Voilà, Don Quichotte de Cervantes et Rimbaud, c'est quand même des tops de la littérature, et c'est hyper agréable et hyper sympa, mais ouais, c'est marrant, il y a tous les profils chez les auteurs, c'est intéressant à savoir. Et du coup, bonsoir petite Sab, en effet, tu arrives avant la lecture. Je m'apprête à me lancer, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans cette intro, j'en suis désolé. J'en suis désolé, mais vous me connaissez. Et en même temps, est-ce que je suis vraiment désolé? Parce que, encore une fois, ça me fait plaisir de discuter avec vous. D'ailleurs, vous êtes beaucoup ce soir, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Miari Laura, bonne écoute Mopito, bonne écoute Petite Sab, bonne écoute Itech, bonne écoute Morticia, et je pense avoir cité à peu près tout le monde. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens dans une dizaine de minutes, le premier chapitre étant relativement court, et vu qu'il n'y a que 3 chapitres ce soir, je fais une pause entre chaque chapitre parce que sinon ça me ferait lire beaucoup trop d'un coup après. Parce qu'en gros le premier chapitre est assez court, le chapitre 2 est beaucoup plus long, et le chapitre 3 est moyen. Bref, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux, c'est mes lives d'abord. Bref, non mais en vrai je me prends la tête pour essayer de faire un truc à peu près cohérent et à peu près cool, et pour pas m'abîmer la voix surtout, pour que ça soit le plus agréable possible encore une fois pour vous. Bonsoir Dimal, bonne écoute. Allez, je suis parti pour de bon cette fois-ci, à tout à l'heure pour la pause les amis. Chapitre 19. Des sages discussions que Sancho avait avec son maître, et de l'aventure qui lui arriva avec un corps mort, avec d'autres événements fameux. Il me semble, mon cher monsieur, que toutes ces mésaventures arrivées ces derniers jours ont été sans aucun doute le châtiment d'un péché que vous avez accompli contre la loi de chevalerie, en n'ayant pas accompli votre serment de ne manger pain sur nappe ni de prendre plaisir avec la reine, et tout ce qui s'ensuit, que vous aviez juré de respecter jusqu'à ce que vous preniez ce haume de malandrin, ou je ne sais plus comment s'appelle ce mort, je ne me souviens pas bien. Tu as tout à fait raison, Sancho. À te dire la vérité, cela m'était sorti de la mémoire. Et tu peux être tout autant convaincu que c'est le tort de ne pas me l'avoir rappelé à temps qui t'a valu cette histoire de la couverture. Mais je ferai réparation, car dans l'ordre de la chevalerie, il existe des moyens de composition pour tous les cas. Mais moi, est-ce que j'ai juré quelque chose par hasard? Ça ne compte pas que tu n'aies pas juré. Il me suffit de savoir qu'en tant que participant tu n'es pas tiré d'affaire, et à tout hasard, il ne sera pas mauvais de nous procurer un recours. Si c'est comme ça, faites attention à ne pas l'oublier une autre fois comme le serment. Peut-être qu'il prendra encore envie au fantôme de s'amuser une fois de plus avec moi, et même avec vous, s'il vous voit si opiniâtre. C'est dans ces propos et dans d'autres que l'obscurité les prit au milieu du chemin, sans qu'ils aient ni ne voient où pouvoir s'abriter cette nuit. Est-ce qu'il n'allait pas dans cette affaire? Et ce qui n'allait pas dans cette affaire, c'était qu'ils mouraient de faim, car sans besace, ils étaient sans bagages et sans provisions. Pour consommer définitivement ce malheur, il leur arriva une aventure qui, elle, en paraissait bien une, sans aucune imagination. Ce fut qu'une nuit plutôt obscure tomba. Malgré tout, ils continuaient leur chemin. Sancho pensait que puisque c'était un chemin royal, selon toute raison, ils trouveraient quelque auberge dans 1 ou 2 lieues. Allant ainsi dans la nuit obscure, l'écuyer affamé et le maître désireux de manger, ils virent sur ce même chemin où ils étaient
venir vers eux une grande quantité de lumière, tout à fait semblables à des étoiles qui bougeaient. En les voyant, Sancho défaillit, et Don Quichotte n'en mena pas large. L'un tira sur le chevêtre de son âne, l'autre sur les brides de son roussin. Et ils restèrent immobiles à regarder attentivement ce que cela pouvait être. Et ils virent que les lumières venaient vers eux, et plus elles approchaient, plus elles paraissaient grandes. À ce spectacle, Sancho se mit à trembler comme un malade du mercure, et les cheveux se hérissèrent sur la tête de Don Quichotte. Mais reprenant un peu courage, celui-ci dit « Voilà sans doute ce qui va être une très grande et très périlleuse aventure, où il me faudra montrer toute ma valeur et tout mon courage. » Misère de moi! Si jamais c'était une aventure de fantôme comme ça m'en a tout l'air, où se trouveront les côtes qui la supportent? Tout fantôme qu'il soit, je ne tolérerai pas qu'il te touche le poil du manteau, car si la dernière fois ils se sont amusés avec toi, ce fut parce que je n'ai pas pu sauter les murs de la cour, mais maintenant nous sommes en rase campagne, où je pourrais, comme je voudrais, m'escrimer avec mon épée. Et s'ils vous enchantent, et vous lient comme ils l'ont fait la dernière fois, quel profit d'être ou non en champ ouvert? Sancho, je te demande malgré tout d'avoir bon courage, car l'expérience te donnera à comprendre quel est le mien. J'en aurai s'il plaît à Dieu. Et s'écartant tous deux sur un côté du chemin, ils se remirent à regarder attentivement ce que pouvait être cette chose de lumière qui cheminait. Et en très peu de temps, ils purent voir de nombreux hommes enchemisés, et cette effrayante vision anéantit totalement le courage de Sancho, qui se mit à claquer des dents comme un qui gèle de fièvre cartes. Le tremblement et le claquement s'accrurent lorsqu'ils virent distinctement ce que c'était, car ils découvrirent jusqu'à 20 hommes enchemisés, tous à cheval, des torches enflammées à la main, derrière lesquelles venait une litière tendue de deuil, suivie de 6 autres cavaliers habillés de deuil jusqu'aux pieds des mules. Ils virent bien à leur allure calme que ce n'étaient pas des chevaux. Les enchemisés allaient murmurant entre eux d'une voix basse et plaintive. Cette vision extraordinaire, à cette heure et en ce lieu désert, était bien suffisante à mettre la peur dans le cœur de Sancho, et même dans celui de son maître. Cela eût pu se produire pour Don Quichotte. Sancho, lui, avait déjà fait naufrage tout entier. Mais c'est le contraire qui arriva à son maître, car à cet instant, il se représenta au vif dans sa fantaisie que c'était une des aventures de ses livres. Il se figura que la litière était un brancard, où on devait transporter quelque chevalier malement navré, ou bien mort, qu'il était réservé à lui seul de venger. Et sans plus de discours, il dressa sa pique, se raffermit sur sa selle, et dans une noble attitude et pose, il se mit au milieu du chemin, là où les enchemisés seraient bien forcés de passer. Lorsqu'il les vit tout près, il éleva la voix et dit « Arrêtez, chevalier, ou quel que vous soyez, et expliquez-vous devant moi. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Que portez-vous sur ce brancard? Car apparemment, vous avez fait ou on vous a fait quelque injustice, et il est convenable et nécessaire que je le sache, soit pour vous châtier du mal que vous avez fait, soit pour vous venger du tort qu'on vous a fait. » Nous sommes pressés, répondit un des enchemisés. L'auberge est loin et nous ne pouvons nous arrêter et donner toutes les explications que vous demandez. Et piquant sa mule, il avança. Cette réponse offensa gravement Don Quichotte, et saisissant la bride, il dit « Arrête-toi, et sois mieux élevé, et rends compte de ce que je vous ai demandé. Autrement, ayez tous bataille avec moi. » La mule était craintive, et lorsqu'il la saisit par la bride, elle eut si peur qu'elle se dressa sur ses pieds et tomba sur le flanc avec son cavalier. Un valet à pied, voyant tomber l'enchemisé, se mit à injurier Don Quichotte. Déjà très en colère, celui-ci, sans plus attendre, mit la pique à l'arrêt, chargea un des enchemisés et le mit à terre malement navré. Il revint sur les autres, et il fallait voir l'agilité avec laquelle il les attaquait et les renversait. À cet instant, c'était vraiment comme si des ailes avaient poussé à Rocinante, tant son allure était vive et fière. Tous les enchemisés étaient des hommes peureux et sans armes. Aussi ils abandonnèrent facilement le combat, en un instant, et ils se mirent à courir par le champ avec leurs torches enflammées, tout à fait comme ceux qui courent pendant les mascarades, les nuits de réjouissances et de fêtes. De même, ceux qui portaient le deuil étaient enveloppés et entravés dans leurs robes et leurs soutanes, et ils ne pouvaient pas bouger. Don Quichotte put donc tous les rosser très à son aise, et il leur fit quitter la place malgré qu'ils en eussent, car tous croyaient que ce n'était pas un homme, mais un diable, sorti de l'enfer pour leur enlever le corps mort qu'il portait sur la litière. Sancho regardait tout cela, ébahi de la bravoure de son maître, et il se disait tout bas « Pas de doute, mon maître est aussi vaillant et courageux qu'il le dit. » Une torche brûlait au sol, à côté du premier que la mule avait renversé. Sa lumière permit à Don Quichotte de le voir.
Il vint à lui mit la pointe de la pique sur le visage, lui dit qu'il le tuerait s'il ne se rendait pas. L'homme à terre répondit. Rendu, je le suis de trop. Je ne peux pas bouger car j'ai une jambe cassée. Si vous êtes un chevalier chrétien, je vous supplie de ne pas me tuer, car vous commettriez un grand sacrilège. Je suis licencié, et j'ai reçu les premiers ordres. Mais qui diable t'a amené ici si tu es un homme d'église? Qui, monsieur? Mon infortune. Tu es menacé d'une autre plus grave, si tu ne satisfais pas à tout ce que je vous ai demandé au début. Vous serez facilement satisfait. Prenez donc que même si je viens de dire que j'étais licencié, je ne suis que bachelier, et je m'appelle Alonso Lopez. Je suis d'Alcobendas, je viens de la ville de Baeza avec 11 autres prêtres, ceux qui se sont enfuis avec des torches. Nous allons à la ville de Ségovie, et nous accompagnons le corps mort qui est sur cette litière. C'est celui d'un chevalier mort à Baeza, où il fut enterré. Et maintenant, comme j'ai dit, nous conduisons ses os à sa sépulture qui est à Ségovie, la ville où il habitait. Et qui l'a tué? Dieu, par des fièvres pestilentielles qui l'ont emporté. Dans ces conditions, notre Seigneur m'a ôté la peine que j'aurais dû prendre de venger sa mort s'il avait été tué par quelqu'un d'autre. S'il a été tué par celui qui l'a tué, il n'y a qu'à se taire et à courber l'échine. C'est ce que je ferais même s'il me tuait moi-même. Mais je veux que votre révérence sache que je suis un chevalier de la Manche, appelé Don Quichotte, et mon office et exercice est d'aller par le monde redresser les torts et réparer les dommages. Je ne sais ce que ça peut être, redresser les torts, parce que moi, de droit, vous m'avez fait tordu en me laissant une jambe cassée, qu'on ne verra plus jamais droite de tous les jours de ma vie. Quant aux dommages que vous avez réparés pour moi, dommage, j'en serai pour toujours endommagé. C'est trop de mésaventures d'être tombé sur vous qui allez cherchant les aventures. Tout ne se passe pas toujours d'une même façon. Le mal fut, monsieur le bachelier Alonso Lopez, de venir comme vous êtes venu de nuit, vêtu de ses surplis, les torches allumées, priant vêtu de deuil. Vous sembliez vraiment des créatures mauvaises, et de l'autre monde, et je vous aurais attaqué quand bien même j'aurais su que vous étiez les satanas de l'enfer en personne, car pour tels je vous considérais, et je vous tins tout le temps. Puisque mon destin l'a voulu ainsi, je vous supplie, monsieur le chevalier errant, ou mieux, désespérant, dans mon cas, de m'aider à me tirer de dessous cette moule. Pardon, de m'aider à me tirer de dessous cette mule, car elle garde ma jambe prise entre l'étrier et la selle. Et moi qui aurais parlé jusqu'à demain, et combien de temps aurais-tu attendu avant de me dire ton souhait? Il cria aussitôt à Sancho Panza de venir. Mais de venir, celui-ci ne s'en soucia pas, car il était occupé à dévaliser une grande mule chargée de provisions que ces bons messieurs emmenaient avec eux, bien pourvus en victuailles. Il fit un sac de son manteau, y amassa tout ce qu'il pouvait, et tout ce qui y entrait, et il chargea son âne. Puis il accourut au cri de son maître, et aida à tirer monsieur le bachelier de sous son écrasante mule. Il le fit monter dessus, lui donna la torche, et Don Quichotte lui dit de suivre la fuite de ses compagnons à qui il demanderait pardon pour l'offense. Il n'avait pas dépendu de lui qu'il pût l'éviter. Sancho lui dit aussi « Si jamais ces messieurs voulaient savoir qui était le valeureux chevalier qui les a mis dans cet état, dites-leur que c'est le fameux Don Quichotte de la Manche, qui s'appelle aussi le chevalier à la triste figure. » Alors le bachelier partit, et Don Quichotte demanda à Sancho ce qui l'avait poussé à l'appeler le chevalier à la triste figure, maintenant, et non à un autre moment. Je vais vous le dire, c'est que je suis resté un moment à vous regarder à la lumière de cette torche que portait ce malchanceux, et vraiment vous avez ces temps-ci la pire figure que j'ai jamais vue. Ça doit être à cause de la fatigue de ce combat, ou des molaires et des dents en moins. Ce n'est pas cela. C'est qu'il sera apparu aux sages chargés d'écrire l'histoire de mes exploits qu'il serait bon que je prenne quelques surnoms, comme en prenaient jadis tous les chevaliers. L'un s'appelait de l'ardente épée, l'autre de la licorne, un autre des demoiselles, celui-ci de l'oiseau phénix, cet autre le chevalier du griffon, cet autre encore, celui de la mort. Et par ces noms et ces emblèmes, ils étaient connus sur tout l'orbe de la terre. C'est pourquoi je dis que le sage que je dis t'aura mis sur la langue, et à l'instant dans l'idée, de m'appeler le chevalier à la triste figure, ainsi que je veux m'appeler dorénavant. Et afin que ce nom m'aille mieux, je projette de faire peindre une bien triste figure sur mon écu, lorsque j'en aurai l'occasion. Inutile de gaspiller du temps et de l'argent à faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est que vous découvriez la vôtre, et montriez votre visage à ceux qui vous regarderont, et tout simplement, sans image et sans écu, ils vous appelleront l'homme à la triste figure. Et croyez-moi, je dis vrai, parce que je vous jure, soit dit pour plaisanter, que la faim et les molaires en moins vous font une figure si mauvaise que, comme j'ai déjà dit, on pourra bien se passer de la triste peinture. Don Quichotte rit de la plaisanterie de Sancho, mais décida malgré tout de s'appeler de ce nom,
s'il avait la possibilité de faire peindre son écu ou sa rondache comme il l'avait imaginé. Alors attendez, je sais pas qui parle. J'oubliais de vous dire de vous considérer dorénavant comme excommunié pour avoir porté la main avec violence sur choses sacrées. Iuxta illud, siquis suadente diabolo, etc. Je ne comprends pas ce latin. Cependant, je sais bien que je n'ai pas porté les mains, mais cette pique. De plus, je ne croyais pas attaquer des prêtres ni des choses de l'Église, que je respecte et vénère en tant que catholique et en fidèle chrétien que je suis, mais des fantômes et des monstres de l'autre monde. Et quand bien même cela serait, j'ai en mémoire ce qui arriva au Cid Ruy Diaz, lorsqu'il brisa la chaise de l'ambassadeur de ce roi en présence de sa sainteté le pape. Il en fut excommunié, mais le bon Rodrigo de Bivar se montra ce jour-là chevalier très honnête et très vaillant. Entendant cela, le bachelier partit, comme on l'a dit, sans répondre mot. Don Quichotte aurait voulu regarder si le corps sur la litière était vraiment des os, mais Sancho refusa et lui dit Monsieur, entre toutes les périlleuses aventures que j'ai vues, c'est celle-ci que vous avez achevée dans l'état le meilleur. Cependant, il pourrait se faire que ces gens, quoique vaincus et taillés en pièces, se rendent compte que c'est une seule personne qui les a vaincus, qu'ils en rougissent et en prennent honte, et qu'ils reviennent se rassembler, nous chercher et nous donner à réfléchir. L'âne a tout ce qu'il faut, la montagne est proche, la faim nous ronge. La seule chose à faire, c'est de nous retirer à belle mesure de pied, et comme on dit, le défunt aux funérailles, le vif aux victuailles. Et faisant passer son âne devant, il demanda à son maître de le suivre. Celui-ci trouva que Sancho avait raison, et sans lui répondre, le suivit. Et au bout d'une petite marche entre deux collinettes, ils arrivèrent dans une vallée spacieuse et dérobée, où ils mirent pied à terre. Sancho soulagea son âne, et allongés sur l'herbe verte avec une bonne sauce à la fin, ils déjeunèrent, dînèrent, goûtèrent et soupèrent en une seule fois, contentant leurs estomacs du contenu de plus d'un panier, que messieurs les clercs qui suivaient le défunt transportaient sur leurs grandes mules de charge, car il est rare qu'ils ne prennent pas leurs aises. Mais il arriva un nouveau malheur, que Sancho tint pour le pire de tous, et qui fut qu'il n'y avait pas de vin à boire, ni même d'eau à se mettre à la bouche. Et comme la soif le pressait, Sancho, en voyant que le pré où il se trouvait était couvert d'une herbe abondante et verte, dit ce qu'on dira au chapitre suivant. Et c'est la fin du chapitre 19, les amis. On se marque une minuscule courte pause avant la suite de la lecture, puisque vous l'aurez compris, le premier chapitre de ce soir n'était vraiment pas très long. Par contre, le chapitre qui suit, c'est une autre paire de manches, donc je vais quand même reprendre ma respiration vite fait avant de m'y aventurer. Alors, Just on time, exactement 10 mal. C'est vrai que j'ai commencé tard aujourd'hui, ce soir. Donc oui, désolé, j'ai commencé un peu tard, mais au moins tout le monde est arrivé à temps pour la lecture, et ça c'est beau. Alors, Miari qui nous dit, je trouve que le roman est pas trop craignos sur tout ce qui est sexisme, religion, racisme. Souvent, je trouve que les personnages racistes, sexistes, pro-religion sont assez ridicules. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelques petites phrases, voilà, où on comprend que, bah voilà, c'est l'œuvre d'une époque aussi. Voilà, forcément, à cette époque, les guerres de religion existaient de manière très véhémente, voilà. Donc voilà, on sent que de ci de là, au détour d'une phrase, il y a des petites phrases qui de nos jours nous semblent un petit peu limites, mais bon, dans le contexte de l'œuvre, on les comprend tout à fait et il y a pas de grosses dingueries. Enfin voilà, ça reste assez tranquille, j'avoue. Comme un malade du mercure, saturnisme, ça fait trembler. Je sais pas, tiens, maladie du mercure, je pense que c'est le saturnisme, ouais. J'ai déjà entendu parler de ça, mais je suis pas sûr. Après, je sais pas si ça fait trembler du coup. C'est l'aventurier qui cherche les aventures, qui rencontre les enchemisés qui fuient les mésaventures. Et bah là, j'ai trop kiffé le défunt aux funérailles, le vif aux victuailles, j'adore. Bah alors là, j'allais dire la même chose d'Imal. J'ai trop kiffé ce petit chapitre, parce que bien qu'il était tout petit, il était plein de poésie, je trouve. Il était plein d'une écriture très ludique. Il y avait beaucoup de jeux de mots, notamment justement dans la manière qu'a eu de répondre l'enchemisé
enfin l'un des enchemisés, à notre cher Don Quichotte, puisque ouais, il lui a répondu un peu d'une manière, en fait, un peu en se foutant de sa gueule quelque part, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris tous les mots et il les a inversés et ça a donné des phrases très intéressantes. Le chevalier errant qui est en fait pour lui désespérant. Enfin bref, il y avait tout un tas de jeux de sonorités qui étaient très intéressants. Des allitérations, des assonances, des mots et leurs contraires. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié ce petit chapitre. Je le trouvais, voilà, il se passe une action très simple à comprendre, menée du début à la fin du chapitre. On est tout à fait dans le délire, on comprend très bien, et c'est comique, c'est marrant. Ça continue à instaurer le duo entre Sancho Panza et Don Quichotte, qui quand même, voilà, on commence à choper le fil directeur, ou c'est pas tellement ça que je veux dire, mais plutôt la structure des péripéties qu'ils vont rencontrer. Ça arrive très très fréquemment que ce soit, ils se baladent sur un chemin, quelque chose arrive au loin, ils le regardent en se demandant ce que c'est, et s'ensuit une attaque de Don Quichotte très souvent. Donc voilà, pour le moment on est un peu sur un running gag, ça revient très très souvent, mais ça reste encore marrant et encore intéressant pour le moment je trouve. Surtout qu'à chaque fois il y a des petits, voilà, il y a des petits paramètres un peu différents. Là le fait que voilà, il interrompe quasiment une procession en soi, hein, c'est même carrément ça. Il interrompt une procession mortuaire, etc. C'est encore un autre niveau et encore une fois justement ça amène sur le tapis la question de la religion et est-ce que ce que fait le chevalier est bon est considéré bon par Dieu et ainsi de suite. Euh, et puis ça amène aussi autre chose d'intéressant je trouve. Encore une fois c'est l'évolution de la relation Sancho Panza et Don Quichotte, maître et écuyer. Puisque là où Sancho Panza la dernière fois peut-être prenait quelques pincettes et quelques distances avec les actions de Don Quichotte, là au contraire, on a eu un moment où il a eu une phrase en mode ah, qu'est-ce qu'il est courageux, mais et où tu te dis ah oui d'accord, Sancho Panza il vit peut-être un peu moins dans un quiproquo que Don Quichotte qui trouve des parades à absolument tout ce qui lui arrive pour le recontextualiser dans un domaine chevaleresque, complètement déconnecté et décalé de la réalité. Mais Sancho Panza n'est pas en reste. Sancho Panza n'est pas en reste, il suit pas complètement la folie de Don Quichotte, notamment quand ça revient sur lui. Ce qui est marrant parce que voilà, c'est une caractéristique, je vais dire, fréquente chez tout être humain, de voir ce qui va pas chez. Enfin, en gros, que tant que ça nous touche pas personnellement, on peut peut-être juger la chose un peu plus rapidement. Donc ouais, c'est marrant de voir que Sancho Panza au final est aussi bien dans le délire de son maître, sauf quand ça vient à lui attirer quelques bosses ou quelques bleus. Bien, on est encore sur une structure similaire avec un chapitre qui envoie sur le chapitre suivant. Le chapitre 19 qui se termine sur Et comme la soif le pressait, Sancho, en voyant que le pré où il se trouvait était couvert d'une herbe abondante et verte, dit ce qu'on dira au chapitre suivant. Et donc, on reprend encore une fois sur un dialogue entre Sancho Panza et notre cher Don Quichotte. Je vous souhaite donc à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, et je vous dis à tout à l'heure pour cette fois-ci la dernière pause de la soirée. Et là, je pense qu'on en a pour une petite vingtaine, trentaine de minutes. Bref, à tout à l'heure. Chapitre 20. De l'aventure jamais vue ni ouïe, que le valeureux Don Quichotte de la Manche acheva avec moins de péril qu'aucune autre qui fut achevée par fameux chevalier au monde. Monsieur, il est impossible que ces herbes ne soient pas une indication. Il y a probablement par là une source ou un ruisseau qui leur donne l'humidité. C'est pourquoi il va falloir pousser un peu plus loin, car nous allons arriver à un endroit où nous pourrons apaiser cette terrible soif qui nous torture, et qui fait plus souffrir que la faim, sans aucun doute. Don Quichotte trouva bon le conseil. Ils prirent Rocinante par la bride, Sancho prit son âne par le licou, après l'avoir chargé des reliefs de leur souper, et ils se mirent à remonter la prairie à tâtons, car l'obscurité de la nuit ne leur laissait rien voir. Mais ils n'avaient pas fait 200 pas que vint à leurs oreilles un grand bruit d'eau,
comme si elles s'écroulaient depuis des rochers hauts et élevés. Le bruit les réjouit très fort, mais lorsqu'ils s'arrêtèrent pour écouter de quel côté ils venaient, ils entendirent un autre fracas intempestif qui leur noya le plaisir de l'eau, surtout pour Sancho, qui était d'un naturel peureux et peu courageux. Je dis qu'ils entendirent qu'on frappait des coups en mesure, avec un vague grincement de fers et de chaînes, qui, joint au furieux vacarme de l'eau, aurait mis l'effroi dans n'importe quel cœur, sauf dans celui de Don Quichotte. Comme on l'a dit, la nuit était obscure, mais ils purent passer entre de hauts arbres dont les feuilles remuées par un vent léger faisaient un bruit effrayant et mou. Ainsi la solitude, le lieu, l'obscurité, le bruit de l'eau et le murmure des feuilles, tout causait horreur et épouvante. Et plus encore, lorsqu'ils virent que les coups ne cessaient pas, que le vent ne s'endormait pas, que le matin ne venait pas, avec en sus le fait qu'ils ne connaissaient pas l'endroit où ils se trouvaient. Mais Don Quichotte, accompagné de son cœur intrépide, sauta sur Rocinante et, embrassant sa rondache, mit sa lance en arrêt et dit : « Ami Sancho, tu dois savoir que le ciel voulut que je naquisse en cet âge qui est le nôtre, âge de fer, pour y ressusciter l'âge d'or, ou doré comme on l'appelle. Je suis celui à qui sont réservés les dangers, les grands exploits, les faits valeureux. Je suis, dis-je encore, celui qui doit ressusciter ceux de la table ronde, les 12 de France et les 9 de la renommée. Et celui qui doit plonger dans l'oubli les Platires, les Tablantes, Olivante et Tyran, Phébus et Bélianis, avec toute la troupe des fameux chevaliers errants du temps passé, accomplissant en celui où je me trouve de si hauts exploits, prodiges et faits d'armes, qu'ils obscurciront les plus éclatants des leurs. Note bien, fidèle et loyal écuyer, les ténèbres de cette nuit sont étrange silence, le sourd et confus grondement de ces arbres, l'effrayant bruit de cette eau que nous venons chercher, et qui semble tomber et s'écraser depuis les plus hauts monts de la lune, et cet incessant martèlement qui offense et blesse nos oreilles, toutes choses qui prises ensemble et chacune isolément, suffisent à inspirer la peur, la crainte et l'effroi, au cœur de Mars en personne, et combien plus à qui n'est pas accoutumé à de semblables événements et aventures. Mais tout ce que je te dépeins n'est qu'aiguillon, et éveille pour mon courage. Il fait déjà que, dans ma poitrine, mon cœur éclate de désir de mener à bien cette aventure, même si elle s'annonce très difficile. Et donc, serre un peu les sangles de Rocinante, confie-toi à Dieu, et attends-moi ici 3 jours, pas plus, au terme desquels, si je ne suis pas revenu, tu pourras, toi, revenir dans notre village, et de là, pour me faire plaisir et bon office, tu iras au Toboso, où tu diras à mon incomparable dame Dulcinée que le chevalier qui était son captif est mort en entreprenant des choses qui le rendissent digne de pouvoir se dire à elle. » Entendant les paroles de son maître, Sancho se mit à pleurer le plus tendrement du monde. « Monsieur, je ne sais pas pourquoi vous voulez tenter cette aventure si effrayante. Il fait nuit maintenant, ici personne ne nous voit. Nous n'avons qu'à changer de route et à éviter le danger, même si nous ne buvons pas de 3 jours. Et comme il n'y a personne pour nous voir, il y en aura encore moins pour nous traiter de lâches. D'ailleurs, j'ai entendu le curé de chez nous. Vous le connaissez bien. Prêcher que qui cherche le péril en meurt. Car il n'est pas bien de tenter Dieu en entreprenant une action si téméraire dont on ne peut échapper que par miracle. C'est assez de ceux que le ciel a fait lorsqu'il vous a dispensé d'être berné comme je l'ai été, et fait sortir vainqueur, libre et sauf de tant d'ennemis qui accompagnaient le défunt. Et si tout cela n'émouvait ni n'attendrissait ce cœur dur, qu'il s'émeuve en pensant et en se convainquant qu'à peine serez-vous parti d'ici que moi, de peur, j'aurais rendu mon âme à qui voudra l'emporter. Moi j'ai quitté mon pays, j'ai laissé mes enfants et ma femme pour venir vous servir, croyant valoir plus et non moins. Mais comme l'avarice fait crever le sac, elle a déchiré mes espérances, car alors qu'elles étaient plus vives en moi d'obtenir cette sombre et funeste île que vous m'avez promise, je vois qu'en paiement et au lieu d'elle, vous voulez maintenant me laisser en un endroit si écarté du commerce des hommes. Seigneur bien-aimé, sur l'unique Dieu, ne me donnez pas si grand dépit. Et si tant est que vous ne vouliez pas renoncer tout à fait à cette action, remettez-la au moins à demain matin, car d'après ce que me montre la science que j'ai apprise quand j'étais berger, il ne doit pas y avoir plus de 3 heures d'ici à l'aube, car la bouche de la petite ours est au-dessus de la tête, ce qui met minuit dans l'alignement du bras gauche. Sancho, toi, comment peux-tu voir où passe cette ligne, et où est cette bouche, ou cette nuque dont tu parles, alors que la nuit est si obscure qu'on ne voit aucune étoile dans tout le ciel? C'est vrai, mais la peur a beaucoup d'yeux. Elle voit les choses sous la terre, et d'autant mieux en haut dans le ciel, étant admis que par bon discours on peut comprendre qu'il ne manque pas beaucoup d'ici au lever du jour. Qu'il manque ce qu'il manque, il ne doit pas être dit de moi, ni maintenant ni jamais, que les larmes et les prières m'ont détourné de faire ce que je devais faire en tant que chevalier. C'est pourquoi je te demande de te taire, Sancho,
car Dieu m'a donné le cœur d'entreprendre maintenant cette aventure jamais vue et si effrayante. Il prendra soin de veiller à mon salut et de consoler ta tristesse. Ce que tu as à faire, c'est de bien serrer les sangles de Rocinante et de rester ici, car je reviendrai vite, vif ou mort. » Voyant arrêter la résolution de son maître et le peu d'effet de ses larmes, conseils et prières, Sancho décida, s'il pouvait, d'user de ruse pour lui faire attendre le jour. Et tout en serrant les sangles du cheval, sans être deviné, il attacha donc adroitement les 2 pieds de Rocinante avec le chevêtre de son âne, si bien que lorsque Don Quichotte voulut partir, il ne le put, car le cheval ne pouvait bouger qu'en sautant. Sancho, voyant le succès de son piège, dit « Ah, monsieur, le ciel, touché par mes larmes et par mes prières, a ordonné que Rocinante ne puisse pas bouger. Et si vous voulez persister, éperonner et en remettre, ce sera hériter la fortune, et comme on dit, ruer contre l'aiguillon. » Dans cette situation, Don Quichotte enragé. Plus il pressait des jambes son cheval, moins il pouvait le bouger. Sans penser à une attache, il choisit de se calmer et d'attendre ou que le jour se lève, ou que Rocinante bouge. Croyant fermement que tout cela venait d'ailleurs que d'une ruse de Sancho, il lui dit donc « Puisqu'il en est ainsi, Sancho, et que Rocinante ne peut bouger, je me résous à attendre que l'aube rie, tout en pleurant de ce qu'elle tarde à venir. Il ne faut pas pleurer, je vous ferai la conversation en vous contant des contes d'ici jusqu'au jour, à moins que vous ne vouliez mettre pied à terre et vous étendre dormir sur l'herbe verte, selon la coutume des chevaliers errants, pour vous trouver plus reposé à la venue du jour, au moment d'entreprendre cette si incomparable aventure qui vous attend. Que chantes-tu là, mettre pied à terre et dormir? Suis-je par hasard de ces chevaliers errants qui prennent repos dans les dangers? Dors, toi qui es né pour dormir, ou fais ce que tu veux. Moi je ferai ce que je verrai mieux à convenir à ce à quoi je prétends. Ne vous irritez pas, seigneur bien-aimé, je ne l'ai pas dit pour ça. Et s'approchant de son maître, il lui mit une main sur l'arçon de devant, une autre sur celui de derrière, si bien qu'il resta embrassé à sa cuisse gauche, sans oser s'en écarter d'un doigt, si grande était sa peur des coups qui battaient toujours alternativement. Don Quichotte lui dit de raconter quelques contes pour passer le temps, comme il l'avait promis. Sancho répondit qu'il le ferait si la peur de ce qu'il entendait le quittait. « Je vais malgré tout essayer de dire une histoire qui est la meilleure des histoires, si j'arrive à la conter, et qu'on ne m'en empêche pas. Faites bien attention, je commence. Il était une fois que le bien qui viendra soit pour tous, et le mal pour qui va le chercher. Et remarquez, monsieur, que les anciens n'ont pas mis au petit bonheur un début à leurs histoires, c'était une sentence de Caton, le censeur de Rome. Elle dit « et le mal pour qui va le chercher ». Et ça vient ici comme bague au doigt pour que vous restiez tranquille, et n'alliez nulle part chercher le mal, et qu'au contraire nous repartions par un autre chemin, car personne ne nous force à suivre celui-ci, où tant d'alarmes nous assaillent. Continue ton histoire, Sancho, et laisse-moi m'occuper du chemin que nous devons suivre. Je dis donc qu'en un village d'Estrémadure, il y avait un berger chevrier, je veux dire qu'il gardait des chèvres, et ce berger ou chevrier, je le dis, attention à mon histoire, s'appelait Lope Ruiz, et ce Lope Ruiz était amoureux d'une bergère qui s'appelait Torralba, et cette bergère appelée Torralba était la fille d'un riche éleveur, et ce riche éleveur, Sancho, si tu racontes ton conte de cette façon, en répétant 2 fois ce que tu dis, tu n'auras pas fini de 2 jours. Dis-le de manière suivie, et raconte-le en homme intelligent, sinon ne dis rien. C'est exactement comme je le conte que chez moi on conte toutes les histoires, et je ne sais pas le raconter autrement, et il n'est pas bon que vous me demandiez de prendre des formes nouvelles. Dis-le comme tu voudras, puisque le sort a voulu que je ne puisse pas éviter de t'écouter, continue. Il y a donc, monsieur, mon cher seigneur, que j'aime tant que, comme je l'ai dit, ce berger était amoureux de Torralba la bergère, qui était une fille boulotte et bourrue, tirant pas mal sur l'omasse, parce qu'elle avait un tant soit peu de moustache. Tiens, il me semble maintenant que je la vois. Alors, tu l'as connue? Moi, je ne l'ai pas connue, mais celui qui m'a raconté ce conte m'a dit qu'il était si vrai et véridique que quand on le racontait à quelqu'un d'autre, on pouvait bien affirmer et jurer qu'on avait tout vu. Ainsi, les jours passant et d'autres s'en venant, le diable, qui jamais ne dort et qui brouille tout, fit en sorte que l'amour que le berger avait pour la bergère se transforme en aversion et en mauvais sentiment. Et la cause, disent les mauvaises langues, ce fut une certaine quantité de petits motifs de jalousie qu'elle lui donna, qui passaient la limite et allaient jusqu'au point défendu. Tellement que le berger se mit alors à la haïr, et pour ne pas la voir, il voulut quitter son pays et s'en aller là où ses yeux ne la verraient jamais. Dès qu'elle se vit dédaignée par le Lope, la Torralba l'aima plus qu'elle l'avait jamais aimé. Voilà le caractère spécial des femmes, dédaigner qui les aime, aimer qui les hait. Avance, Sancho. Ce qui arriva, c'est que le berger réalisa son projet,
et rassemblant ses chèvres, il se mit en route par les champs d'Estrémadure pour aller au royaume de Portugal. La Torralba, qui le sut, partit derrière lui, et le suivait à pied et sans chaussures, de loin, un bourdon à la main, des besaces au cou. On dit qu'elle y portait un morceau de miroir, un morceau de peigne, et je ne sais quel petit flacon de pommade pour la figure. Mais elle pouvait bien porter ce qu'elle voulait. Je ne vais pas me mettre maintenant à vérifier. Je dirais seulement que le berger arriva avec son troupeau pour passer le Guadiana, qui à ce moment était en crue et presque sorti de son lit. Du côté où il arriva, il n'y avait ni barque, ni bateau, ni personne pour le faire passer, lui et son troupeau, de l'autre côté, si bien qu'il s'angoissa beaucoup, car il voyait que la Torralba était maintenant tout près, et qu'elle allait lui donner beaucoup de tracas avec ses prières et ses larmes. Mais il le regarda tellement, qu'il vit un pêcheur avec à côté de lui une barque si petite, qu'une personne et une chèvre seulement pouvaient y rentrer. Malgré tout, il discuta avec lui, et ils tombèrent d'accord pour qu'il le fasse passer, lui et les 300 chèvres qu'il conduisait. Le pêcheur monta dans la barque, passa une chèvre, revint en passer une autre, revint encore une fois, et en passa une nouvelle fois une de plus. Tenez le compte des chèvres que le pêcheur est en train de passer, parce que si on perd une de mémoire, le compte finira, et il ne sera pas possible d'en dire un mot de plus. Je continue donc, et je dis que de l'autre côté le débarcadère était boueux et glissant, et que le pêcheur mettait beaucoup de temps à aller et à venir. Pourtant il revint pour une autre chèvre, et pour une autre, et pour une autre. Compte qu'il les a toutes passées, et ne va pas ainsi allant et retournant, ou tu n'auras pas fini de les passer en un an. Combien ont traversé jusqu'à maintenant? Diable, qu'est-ce que j'en sais? Et voilà, j'avais dit de tenir le compte, car sur Dieu le compte est terminé, et on ne peut plus continuer. Comment est-ce possible? Est-ce si essentiel pour l'histoire de savoir exactement combien de chèvres ont traversé, que si on se trompe d'une dans le compte, tu ne puisses plus continuer l'histoire? Non, monsieur, impossible, parce que dès que je vous ai demandé de me dire combien de chèvres avaient passé, que vous m'avez répondu que vous ne saviez pas, à cet instant précis, tout ce qui me restait à dire m'est parti de la mémoire, et sur ma foi il y avait du bon et du plaisant. Ainsi l'histoire est finie, aussi finie que ma mère. Je te le dis vraiment, tu as raconté un des plus étranges contes, fables, histoires qu'on pourrait imaginer au monde, et on ne pourra jamais voir cette façon de le raconter et de l'abandonner, et on ne l'aura jamais vu de toute une vie, même si je n'attendais pas autre chose de ton bon discours. Mais cela ne m'étonne pas, car ces coups qui ne s'arrêtent pas t'ont peut-être dérangé l'esprit. Tout est possible, mais moi je sais que pour mon compte, il n'y a plus rien à dire, car il finit là où commence l'erreur dans le passage des chèvres. À la bonne heure, finis où tu voudras, et voyons si Rocinante peut bouger. Il se remit à le presser des jambes, et lui se remit à faire des sauts et à rester immobile, tant il était bien attaché. À ce moment, soit apparemment à cause du froid du matin qui approchait, ou du fait que Sancho eût dîné de choses lénitives, soit que ce fût chose naturelle, et c'est ce qu'on doit croire plutôt, il lui vint la volonté et l'envie de faire ce qu'un autre n'eût pu faire pour lui. Mais si grande était la crainte qui avait pénétré son cœur, qu'il n'osait pas s'écarter d'un noir d'ongle de son maître. D'un autre côté, penser ne pas faire ce dont il ressentait l'envie était également impossible. Ce qu'il fit donc par mesure de paix, ce fut de libérer sa main droite qu'il avait accrochée à l'arçon arrière, et avec elle, adroitement et sans aucun bruit, il détacha le lacet coulant, grâce auquel ses chaux se tenaient, sans aucune autre aide. Dès qu'il l'eut ôté, elles tombèrent et restèrent à ses pieds comme des fers. Ensuite il releva la chemise du mieux qu'il put, et mit à l'air ses deux fesses, qui n'étaient pas vraiment petites. Il croyait que c'était le plus gros de ce qu'il avait à faire pour échapper à cette terrible oppression et angoisse. Alors une peur plus grande le prit. Il s'aperçut qu'il ne pourrait se vider sans fracas et sans bruit. Et il se mit à serrer les dents, à rentrer les épaules et à accumuler en lui autant d'air qu'il le pouvait. Mais en dépit de toutes ces précautions, il fut si infortuné qu'en fin de compte, il vint à faire un petit bruit, tout différent de celui qui lui avait causé tant de peur. Don Quichotte l'entendit. Quelle rumeur est-ce là, Sancho? Je ne sais pas, monsieur. Ça doit être quelque chose de nouveau, car les aventures et mésaventures ne viennent jamais seules. Il se remit une nouvelle fois à tenter l'aventure, et il y réussit si bien que, sans autre bruit ou tumulte que celui qu'il avait déjà fait, il se trouva libéré de la charge qui lui avait tant pesé. Mais comme Don Quichotte avait l'odorat aussi éveillé que Louis, et que Sancho était si collé, si cousu à lui que les vapeurs montaient presque en ligne droite, il ne put éviter que ses narines en reçussent certaines. À cette arrivée, il courut aussitôt au secours de celle-ci pour les serrer entre deux doigts, et sur un ton un peu nasillard, il dit « Il me semble, Sancho, que tu as vraiment peur. » « Oui, mais qu'est-ce qui vous le fait remarquer plus maintenant qu'avant? »
c'est que maintenant tu sens plus que jamais, et pas l'ambre. C'est bien possible, mais ce n'est pas ma faute, mais la vôtre. À vous qui m'emmenez à toute heure et par ces chemins si inhabituels. Éloigne-toi de 3 ou 4 pas, l'ami, Dit Don Quichotte, tout cela sans ôter les doigts de son nez. et à partir de maintenant, veille plus au respect pour toi-même et à celui que tu me dois. C'est la conversation continuelle que j'ai avec toi qui a engendré cet irrespect. Je parierais que vous pensez que j'ai fait de moi-même quelque chose qu'il ne faut pas. Sancho, mon ami, l'affaire est pire quand on la remue. C'est dans ces propos et d'autres semblables que maître et serviteur passèrent la nuit. Mais voyant que le matin se rapprochait de plus en plus, Sancho, très doucement, détacha Rocinante et attacha ses chausses. Dès qu'il se vit libre, et bien que de lui-même il n'y eût rien de fringant, Rocinante parut en ressentir quelques sentiments, et se mit à piaffer, parce que ce cabré, pardon pour lui, il ne savait pas. Don Quichotte vit donc qu'il bougeait, et tint cela pour un bon signe, le signe, crut-il, qu'il accomplirait cette périlleuse aventure. Alors l'aube acheva de paraître, et les choses se montrèrent distinctement, et il vit qu'il se trouvait parmi de grands arbres, des châtaigniers, qui rendent l'ombre très obscure. Il entendit aussi que les coups ne cessaient pas, mais sans voir ce qui pouvait les causer. Aussi, sans plus tarder, il donna des éperons à Rocinante, et en se retournant pour quitter Sancho, il lui ordonna de l'attendre ici 3 jours tout au plus, comme il le lui avait déjà dit une fois. S'il n'était pas revenu au bout de ce temps, qu'il soit bien convaincu que Dieu avait bien voulu que ses jours s'achèvent dans cette périlleuse aventure. Il lui répéta le message et l'ambassade qu'il avait à faire pour lui auprès de sa dame Dulcinée, et en ce qui concerne le paiement de ses services, qu'il ne s'en inquiète pas. Avant de quitter son village, il avait laissé un testament complet où il trouverait la gratification correspondante au paiement de ses services en fonction du temps qu'il l'aurait servi. Mais si Dieu le tirait de ce danger sain et sauf et sans caution, Sancho pouvait tenir pour plus que certaine l'île promise. Sancho recommença à pleurer en entendant recommencer les poignants propos de son bon maître, et il décida de ne pas le laisser jusqu'à la dernière étape et à la fin de cette affaire. De ces larmes de Sancho, pardon, de ces larmes de Sancho Panza et de sa résolution si honorable, l'auteur de cette histoire déduit qu'il devait être bien né, et pour le moins un vieux chrétien. Ses sentiments attendrirent un tant soit peu son maître, mais non au point qu'il montra quelque faiblesse. Au contraire, dissimulant du mieux qu'il put, il se mit à avancer dans la direction d'où lui semblait venir le bruit de l'eau et des coups. Sancho le suivait à pied, menant comme d'habitude par le licou son âne, perpétuel compagnon de ses prospérités et de ses adversités. Ils avançaient depuis un moment sous ces châtaigniers et ces arbres sombres lorsqu'ils arrivèrent dans un petit pré, au pied de quelques hauts rochers d'où s'écroulait une énorme chute d'eau. Là se trouvaient quelques mauvaises maisons qui semblaient plutôt un édifice en ruine, et ils constatèrent que ce bruit, ce tonnerre qui ne cessait toujours pas, sortait de là. Le tonnerre de l'eau et les coups effrayèrent Rocinante. Tout en l'apaisant, Don Quichotte s'approcha peu à peu des maisons, en se recommandant de tout son cœur à sa dame, la suppliant de le favoriser dans cette effrayante journée et entreprise. Au passage, il se recommanda aussi à Dieu, pour qu'il ne l'oublie pas. Sancho restait tout près de lui, et autant qu'il pouvait, il allongeait le cou et la vue entre les jambes de Rocinante, pour voir s'il allait maintenant voir ce qui le rendait si pantois et si craintif. Ils avaient dû avancer encore de 100 pas lorsque, passée une pointe, parut à découvert, en toute évidence, la seule cause, sans qu'il pût y en avoir d'autre, de cet effroyable, et pour eux de cet épouvantable bruit, qui les avait tenus si interdits, si craintifs durant toute la nuit. Ne t'en chagrine, ô lecteur, ni ne t'en courrouce. C'étaient 6 maillets de foulage, dont les coups alternés produisaient ce vacarme. Lorsque Don Quichotte vit de quoi il s'agissait, il devint muet et se pétrifia des pieds à la tête. Sancho le regarda et vit que sa tête penchait sur sa poitrine d'un air penaud. Don Quichotte le regarda lui aussi et vit que ses joues étaient gonflées, sa bouche pleine de rire, avec des signes bien évidents de vouloir en exploser. Au spectacle de Sancho, la mélancolie n'eut pas assez de pouvoir pour l'empêcher de rire. Voyant que son maître avait commencé, Sancho lâcha si bien le morceau qu'il se vit obligé de s'enfoncer les poings dans les flancs pour ne pas crever de rire. 4 fois il redevint calme, et autant de fois le rire repartit avec autant de violence qu'au début, et Don Quichotte s'en vouait au diable. Ce fut pire lorsqu'il lui entendit dire, comme en manière de moquerie: Sancho, ami, tu dois savoir que le ciel voulut que je naquisse en cet âge qui est le nôtre, âge de fer, pour y ressusciter l'âge d'or ou doré. Je suis celui à qui sont réservés les dangers, les grands exploits, les faits valeureux. Et il se mit ainsi à répéter tous les discours. Pardon. Je me disais aussi, ça ressemblait vachement à un discours de Sancho Panza plutôt. Je reprends.
Ce fut pire lorsqu'il lui entendit dire, comme en manière de moquerie: Sancho, ami, tu dois savoir que le ciel voulut que je naquisse en cet âge qui est le nôtre, âge de fer, pour y ressusciter l'âge d'or ou doré. Je suis celui à qui sont réservés les dangers, les grands exploits, les faits valeureux. Et il se mit ainsi à répéter tous les discours, ou presque, que Don Quichotte avait tenus la première fois qu'ils avaient entendu les coups effrayants. Mais celui-ci, voyant qu'il se moquait de lui, s'énerva et se fâcha. Il leva sa pique et lui en donna 2 coups tels qu'à être reçu sur la tête comme il fut reçu sur l'épaule, il l'aurait libéré du salaire à payer, n'eussent été les héritiers. Voyant que pour de vrai ces plaisanteries tournaient vraiment mal pour lui, et craignant que son maître n'aille plus loin, Sancho lui dit avec beaucoup d'humilité: Calmez-vous, monsieur. Sur Dieu, je plaisante. Vous plaisantez? Eh bien, je plaisante, moi aussi. Venez ici, monsieur le plaisantin. Croyez-vous que si, tout comme c'est là un fouloir, il s'était agi d'une nouvelle aventure périlleuse, je n'aurais pas montré le courage qui convenait pour l'entreprendre et l'achever? Ai-je par hasard, en tant que chevalier, l'obligation de reconnaître et de distinguer les sons, et de savoir ceux qui viennent ou non d'un fouloir? D'autant plus qu'il pourrait se faire, comme c'est le cas en vérité, que je n'en ai jamais vu de ma vie, au contraire de vous qui en avez vu en misérable vilain que vous êtes, qui êtes né et qui avez été élevé parmi eux. Autrement, faites que ces 6 maillets se transforment en 6 géants, et jetez-les-moi à la barbe un par un, ou tous ensemble, et quand je ne les aurai pas tous mis pattes en l'air, vous rirez de moi autant que vous voudrez. Mon cher maître, n'allez pas plus loin. Je confesse que j'y suis allé un peu gaiement. C'était trop. Mais dites-moi, maintenant que nous sommes en paix, et que Dieu vous tire de toutes les aventures qui vous arriveront aussi sains et saufs comme il vous a tiré de celle-ci. N'y avait-il pas de quoi rire? Et n'y a-t-il pas de quoi faire une histoire de cette grande peur que nous avons eue? Du moins que moi j'ai eue, puisque vous, je sais que vous ne la connaissez pas, et que vous ignorez ce que c'est que la crainte et l'effroi. Je ne nie pas que celle qui nous est arrivée ne soit chose digne de rire, mais elle n'est pas digne d'être racontée, car tout le monde n'a pas la sagesse de remettre les choses à leur place. En tout cas, vous avez su mettre la pique à sa place. Vous avez visé la tête et atteint les épaules, grâce à Dieu, et à la rapidité avec laquelle je me suis écarté. Mais passons. Tout ressortira à la lessive, car j'ai entendu dire que qui aime bien châtie bien. En plus, d'habitude, les seigneurs importants, lorsqu'ils ont dit une mauvaise parole à un serviteur, lui donnent une paire de chausses. Mais je ne sais pas ce qu'ils lui donnent d'habitude après lui avoir donné des coups. Il se pourrait peut-être qu'après les coups, les chevaliers errants donnent des îles, ou des royaumes en terre ferme? Les dés du sort pourraient faire que tout ce que tu dis devienne vérité. Pardonne ce qui s'est passé. Tu es un homme sage, et tu sais que les premiers mouvements ne sont pas dans la main de l'homme. Et dorénavant, tiens-toi pour prévenu d'une chose, afin de t'abstenir et de te contenir lorsque tu vas trop loin en parlant avec moi. C'est que dans tous les livres de chevalerie que j'ai lus, et ils sont innombrables, je n'ai jamais trouvé qu'aucun écuyer ait autant parlé avec son maître que toi avec le tien. Vraiment, à mes yeux, c'est une grande faute, la tienne et la mienne. La tienne, en ce que tu ne me portes pas assez de respect. La mienne, en ce que je ne me fais pas respecter plus. Oui, Gandalin, écuyer d'Amadis de Gaulle, fut comte de l'île ferme. Mais on lit de lui qu'il parlait toujours à son maître le bonnet à la main, la tête penchée, le corps courbé, more turquesco. Et que dirons-nous de Gazabal, écuyer de Don Galaor, qui fut si taciturne, que pour nous faire sentir l'excellence de son extraordinaire silence, son nom est nommé une seule fois dans toute cette grande et véridique histoire. De tout ce que je viens de dire, tu dois inférer, Sancho, qu'il est nécessaire de faire différence entre maître et valet, seigneur et serviteur, chevalier et écuyer. C'est pourquoi il faut dorénavant que nos relations soient plus convenables, et ne traînent pas en longueur, car de quelque façon que je me courrouce avec vous, mon petit monsieur, la cruche s'en trouvera mal. Les dons et les bienfaits que je vous ai promis viendront en leur temps, et s'ils ne venaient pas, le salaire du moins ne sera pas perdu, ainsi que je vous l'ai déjà dit. Tout ce que vous dites est très bien, mais je voudrais savoir si par hasard le temps des dons ne venait pas, et qu'il soit nécessaire qu'arrive celui des salaires. Combien gagnait un écuyer de chevalier errant dans ces temps-là? Était-ce fixé au mois ou au jour, comme pour les aides des maçons? Je ne crois pas que ces écuyers aient jamais reçu un salaire, mais des dons. Et si aujourd'hui, moi, je t'en ai fixé un dans le testament scellé que j'ai laissé chez moi, ça a été en raison de ce qui pouvait arriver, car je ne sais pas encore comment la chevalerie va réussir en ces temps si calamiteux que nous vivons, et je ne voudrais pas que mon âme souffre dans l'autre monde pour de petites choses. Car je veux que tu saches, Sancho, que dans celui-ci il n'est pas d'état plus périlleux que celui des aventuriers. C'est vrai, car le seul bruit des maillets d'un fouloir peut agiter et inquiéter le cœur d'un valeureux errant aventurier comme vous. Mais vous pouvez être bien sûr que, dorénavant, je n'ouvrirai pas les lèvres pour plaisanter avec les choses qui vous concernent, sauf pour vous honorer, comme mon maître,
et mon seigneur naturel. C'est ainsi que tu vivras sur la face de la terre, car après les parents, ce sont les maîtres qu'il faut respecter, comme s'ils étaient nos parents. Et c'est la fin du chapitre 20, les amis. Nous passons donc à la dernière pause de ce soir. Et du coup, bonsoir Morticia, merci d'être passé. J'espère que ce concept t'aura plu, du coup, toi qui étais venu sur South Park. J'espère que la lecture, ça t'aura fait kiffer également. Et puis bonne nuit. Bonne suite, je vais me reposer, trop drôle, j'écouterai la rediff. Je suis d'accord avec toi, l'écoute aux portes, je te souhaite une bonne nuit également, du coup. Et je suis très d'accord avec toi. Je suis très très d'accord avec toi, je trouve vraiment que là, ce chapitre est vraiment drôle, et vraiment intéressant, vraiment sympa, vraiment bien construit, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est l'un de mes chapitres favoris de l'œuvre pour le moment. Euh, En fait, le duo Sancho Panza et Don Quichotte, je l'aime beaucoup parce qu'il fonctionne comme un duo d'humoristes, entre guillemets. Enfin, je dirais même plutôt un duo comique. Euh, et du coup, voilà, ils sont un peu dans l'affrontement. Les duos comiques, ça marche souvent comme ça quand même. C'est souvent dans l'affrontement. C'est souvent dans le fait que les deux ne soient pas d'accord sur tout un tas de choses, mais aussi dans la complémentarité, parce que malgré ces affrontements, il y a quand même une relation entre eux bien marquée. C'est rare qu'ils se détestent à vouloir se crever les yeux. Enfin, ça peut faire partie de la chose pour exprimer un côté comique, justement, mais en fait, au fond, on sait très bien qu'il y a une tendresse entre eux. Donc là, je trouve que c'est vraiment un duo comique par excellence, Don Quichotte et Sancho. Et ce chapitre en particulier était bourré d'épisodes un petit peu comiques. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Que ce soit décidément avec le live de South Park ou le live d'aujourd'hui, l'épisode de Sancho Panza qui, grosso modo, défèque à côté de Rocinante et à côté de son maître. Et le maître qui ne semble même pas forcément s'en apercevoir et qui pense juste que, comme on dirait aujourd'hui, il s'est chié dessus de peur. En somme. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça bien marrant, bien amené. Euh, et puis toute la fin avec du coup le fait qu'il se soit totalement trompé d'aventure. Euh, ouais, je trouve ça très très drôle en fait. Je trouve ça très très drôle. Et Sancho Panza, encore une fois, c'est le personnage est très changeant et très variant. Malgré tout, je lui trouve une certaine cohérence quand même. En fait, je dirais que dans la majeure partie des temps, il respecte, voire il admire son maître pour son courage et ainsi de suite. Mais en fait, dès qu'il est sujet à la peur et au fait de se faire taper dessus, ou de ne pas recevoir don, île ou autre récompense, soudainement, voilà, dès qu'il y a une chose qui... En fait, c'est un peu ça, c'est un peu... oh bah, tant que vous faites des choses qui ne me concernent pas directement, faites bien ce que vous voulez, je vous suis et je vous admire et tout ça, tout ça. Et dès que voilà, c'est un truc qui peut lui être un tout petit peu préjudiciable, direct, il va commencer à remettre en cause des choses, etc. Donc c'est hyper marrant comme fonctionnement comique, encore une fois. Et moi, ce que j'ai vraiment préféré dans ce chapitre 20, c'est l'histoire que raconte Sancho à Don Quichotte. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a un, une ambiguïté, il y a un doute possible, même si moi, voilà, je pense avoir ma version, mais il y a un doute possible sur comment se passent les choses. En fait, vu comment Sancho Panza raconte l'histoire en disant que la personne qui lui a raconté lui a dit de dire telle ou telle phrase pour que ça fasse tel effet, je pense que du coup, c'est presque une histoire qu'on pourrait prendre comme une blague. C'est même carrément une blague en fait, hein. Et que voilà, quelqu'un lui a instruit comment raconter cette blague, entre guillemets. Et je ne sais pas s'il l'a comprise. Il y a là une ambiguïté, un petit doute qui peut être préservé. Je ne sais pas trop si Sancho Panza a compris la vanne de cette histoire qu'on lui a racontée, ou grosso modo, quand le conte est terminé, donc quand le conte des moutons est perdu,
qui traverse la rivière. Donc voilà, quand le conte est terminé, C-O-M-P-T-E, le conte C-O-N-T-E se termine. Et du coup, ouais, c'est vraiment une vanne en fait, c'est vraiment une blague, c'est vraiment une histoire blague. Et j'adore de fou le fait qu'il y ait une ambiguïté sur est-ce que Sancho Panza a compris la vanne ou non. En fait, je me demande vraiment. Et je me demande vraiment si Sancho Panza a saisi la vanne et du coup fait la vanne à Don Quichotte et se joue un peu de lui. Ou si, et c'est la version que je préfère croire, Sancho Panza, lui-même, qui n'est pas très fut-fut sur certains points, a rien compris et s'est fait avoir précédemment par quelqu'un qui lui a raconté la vanne, sans que lui ne la comprenne. Et du coup, bah, re-raconte l'histoire, parce qu'il est en mode, mais c'est une histoire incroyable qu'on m'a racontée. Sauf que, parce qu'on lui a présenté comme incroyable, sauf que lui-même ne peut pas vraiment la raconter. Et ouais, je me demande vraiment du coup si Sancho se joue de son maître, ou si autant Sancho que son maître ne comprennent que dalle, ce que je trouve encore plus drôle perso. Et ce qui me paraît pas déconnant. Ce qui me paraît pas déconnant vu comment on a. Vu la manière dont on a eu de parler de Sancho jusqu'à ici. Mopito. Oui, il a peut-être juste répété sans comprendre. Bah moi j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et du coup ça me fait encore plus rire. Ça me semblerait pas déconnant avec tout ce qu'on a dit de Sancho Panza jusqu'à présent. Parce que Sancho Panza quand même n'est pas présenté comme quelqu'un de très très intelligent, je pense. Enfin, c'est mon impression en tout cas. Alors par contre, je voulais juste regarder sur internet parce que bah, je vous l'ai déjà dit. Quand il y a des mots que je connais pas, c'est un truc que je me suis promis de faire depuis très longtemps, je pense depuis la sixième. Je vais voir dans un dictionnaire. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre en fait. C'est juste ça, c'est vraiment de la curiosité pure. J'ai envie de comprendre. C'est pour ça aussi que j'aime bien l'étymologie des mots et ainsi de suite. Et donc, là, le bruit d'eau qui en fait. Enfin, pas le bruit d'eau. Le bruit effrayant, le bruit de vacarme, qui n'était en fait qu'un bruit de fouloir. J'aimerais bien avoir une description précise de ce qu'est un fouloir parce que je suis pas sûr de comprendre. On nous dit 6 maillets de foulage. Qu'est-ce que c'est un maillet de foulage? Je vais regarder. Textile ou moulin? Le moulin à foulon. Ah, ok. Alors ça a l'air d'être un maillet de foulage, ça a l'air vraiment d'être un espèce d'énorme maillet en bois. Ok. Mais du coup un fouloir. Instrument servant à fouler. Fouloir à raisin. Ouais voilà, c'est ce que je m'étais dit que c'était un truc pour faire du raisin, peut-être pour faire du vin, je pense. Ah, j'avais pas compris. Ah mince. Ah désolé, c'est peut-être moi qui n'ai pas mis assez l'accent dessus en lisant ce passage alors Miari. Mais c'est vrai que j'ai eu peur que ce soit difficile à comprendre parce qu'en plus il le dit que sur une phrase. Il y a juste une phrase où il dit ah bah en fait c'était ça. Ok, bon bah apparemment les maillets de foulage ou le fouloir, ça a l'air d'être soit un moulin avant, des trucs, enfin pas avant, mais soit un moulin ou quelque chose comme ça, de textile, un truc qui permet de faire du textile, ou un truc qui permet de faire du vin, moi j'aurais tendance à dire, de ce que je vois aussi vite fait là. Je vais pas chercher plus que ça parce que sinon ça me prendrait du temps, mais j'ai l'impression que ça pourrait être. Enfin, moi ça m'avait fait penser à ça quand je l'ai lu. Le fait de fouler, moi ça me fait penser au délire de des grandes cuves remplies de raisins où on marche dessus pour faire du vin, quoi. Mopito. Dans ce cas, c'est pour battre du linge, il me semble. Ça me fait aussi penser un peu à ça, ouais. Ça me fait aussi un peu penser à ça pour la laine. Surtout qu'il y a un moment, je crois, où ils disent, où ils parlent du fait de commérer en faisant le linge. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen que ça soit ça en effet, Mopito. Parce que c'est vrai que c'était un lieu de vie hyper important à l'époque médiévale. Comment on appelle ça? Pas les laveries, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les endroits où on lavait le linge comme ça, dans la rue presque. C'était un endroit où tout le monde se rejoignait, quoi.
Pour dégraisser, feutrer la laine en resserrant les fils, de donner à l'étoffe plus de souplesse de corps, de moelleux et une douceur caractéristique au toucher. Ouais, bah voilà, ça doit être ça. Mais c'est marrant parce que j'aurais dit que ça devait être actionné par quelqu'un, moi, ce genre de choses. J'aurais pas dit que ça puisse être automatique. Et là, on nous parle pas du tout de personnes qui. Enfin, déjà, on nous dit que le lieu ressemble à une ruine. Et on nous dit pas du tout que c'est actionné par quelqu'un. Donc je sais pas, c'est bizarre, je trouve. Mais ouais, je crois que c'est un lavoir hein, qu'on dit en fait. Si je dis pas de conneries. Voilà. Dans les temps moyenâgeux, il me semble que le lavoir était un lieu de vie hyper important où se réunissait beaucoup de la population, notamment des femmes du coup, à l'époque. Et, euh, et d'ailleurs, à un moment, Don Quichotte lui dit je pensais que tu saurais, toi qui es un vilain. Vous savez, quand il se défend de pas connaître le son d'un fouloir, il lui dit toi, tu devrais le savoir, tout vilain que tu es. Enfin, tout vilain que vous êtes. Et il y a une petite note qui dit le travail manuel était interdit aux nobles. Donc voilà, ça va encore dans ce sens-là. Et justement, bah, encore une fois, je voulais rebondir là-dessus, mais ça va tout à fait bien avec le fait que le vilain, bah, à la base, un vilain, ça veut dire quelqu'un qui habite à la ville. Donc ouais, c'était une petite info bonus, mais qui me semble adéquat. Comme le lavomatique aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que le lavomatique, c'est moins. Enfin, je sais pas, je pense que c'est moins un endroit de rendez-vous, voilà quoi. Parce que c'était un truc où on allait suer ensemble, tu vois ce que je veux dire? C'était un truc où les femmes qui peut-être n'avaient pas des conditions de vie très faciles, voilà, allaient bosser et suer ensemble, et puis un peu se vider la tête en discutant du village, etc., en discutant de leur vie, de leur commérage aussi, entre guillemets. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu l'idée que j'ai des lavoirs comme on me les a présentés. Par contre, je me doutais que c'était un objet et pas une personne. Ah bah oui, oui, c'est un objet clairement, mais ça m'étonne en fait. C'est un objet, mais ça m'étonne qu'ils aient croisé personne. Parce que pour moi, ça m'étonne qu'à une époque si reculée, il y ait des machines automatiques qui fonctionnent sans personne derrière. C'est ça surtout. Mais peut-être. Si c'est un moulin du coup, si c'est une sorte de moulin, je sais pas. Non, mais dans le sens, dans la narration, j'ai vu venir le ressort comique. Ah oui, ah oui, oui, ah oui, ça clairement. Ouais, ça clairement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ça se sent venir, ouais. Bien, trêve de bavardage, je pense que j'ai déjà pas mal parlé sur cette pause. On a encore quelques petites pages. Alors, plus autant que ça, je crois. Je regarde vite fait. 81, donc ouais, 12 pages, donc ça devrait aller relativement vite. Euh, Et puis, ça sera le dernier chapitre de ce soir, les amis. Je vais me lancer. Encore une fois, on est directement à la suite, hein. De toute manière, j'ai l'impression que l'œuvre est vraiment très chronologique, si ce n'est, comme on dirait avec des mots récents, c'est un espèce de plan séquence, quoi. C'est une action en une fois qui se propage, qui s'étend sur toute l'œuvre. Bref, bonne écoute à tous ceux qui sont restés sur Twitch, et bonne écoute également à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour l'outro du live, les amis. Chapitre 21, qui traite de la haute aventure et du riche gain du heaume de Membrun, ainsi que d'autres choses arrivées à notre chevalier invincible. Là-dessus, il se mit à pleuvoir un peu, et Sancho aurait voulu entrer dans le moulin du fouloir. Mais à cause de la pénible comédie qui venait de se passer, Don Quichotte en avait une telle aversion qu'il refusa absolument d'y entrer, et ils prirent donc sur leur droite pour tomber sur un chemin semblable à celui qu'ils avaient suivi la veille. Peu de temps après, Don Quichotte aperçut un homme à cheval qui portait sur la tête quelque chose qui brillait comme de l'or. Il l'eut à peine vu qu'il se tourna vers Sancho et lui dit: Sancho, je vois bien qu'il n'y a pas de proverbe qui ne soit pas véridique, parce que tous sont des sentences tirées de l'expérience même, mère de toutes les sciences. Surtout celui qui dit: si une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Je le dis parce que même si cette nuit, par aventure, la porte de celle que nous cherchions s'est fermée,
et que nous ayons été trompés par le fouloir, voici maintenant qu'une autre s'ouvre toute grande sur une nouvelle, plus haute et moins douteuse. Et si je ne parviens pas à y entrer, ce sera ma faute, sans que je puisse l'imputer à mon peu de connaissance des fouloirs et à l'obscurité de la nuit. Je le dis parce que si je ne m'abuse, quelqu'un vient vers nous, qui porte sur la tête le heaume de Membrun, à propos duquel j'ai fait le serment que tu sais. Faites bien attention à ce que vous dites, et plus encore à ce que vous faites, car je ne voudrais pas que ce soit un autre fouloir qui finisse de fouler et de bâtonner nos esprits. Le diable soit de l'homme! Quel rapport entre un heaume et un fouloir? Je n'en sais rien, mais sur ma foi, si je pouvais parler autant que j'en avais l'habitude, je ferais de tels discours que vous verriez que vous vous trompez dans ce que vous dites. Comment puis-je me tromper dans ce que je dis, traître vétilleux? Dis-moi si tu ne vois pas ce chevalier qui vient vers nous, monté sur un cheval gris pommelé, et qui porte sur la tête un heaume en or. Ce que je vois, moi, et ce que j'aperçois, c'est seulement un homme monté sur un âne gris comme le mien, et qui porte sur la tête quelque chose de brillant. Mais c'est ça le heaume de Membrun! Écarte-toi sur un côté, et laisse-moi seul avec lui. Tu verras comment, sans dire un seul mot pour gagner du temps, j'achève cette aventure, et comment le heaume que j'ai tant désiré reste à moi. Je m'occupe de me mettre à l'écart, mais je le dis encore une fois, plaise à Dieu que ce soit de l'Origan et pas le fouloir. Mon cher, je vous ai déjà dit de ne plus me nommer, pas même en esprit ce fouloir, où je le jure devant je ne dirai pas qui, il foulera bientôt votre âme. Sancho se tut, crainte que son maître accomplisse ce serment qui lui avait lancé rond comme une balle. Or, quant au heaume, au cheval et au chevalier que Don Quichotte voyait, voici ce qu'il en était. Il y avait 2 villages aux alentours, dont l'un était si petit qu'il n'avait ni boutique d'apothicaire ni barbier. Le second était tout proche du premier. Aussi le barbier du plus grand exerçait aussi dans le plus petit. Dans celui-ci, un malade avait eu besoin d'une saignée, et un autre de se faire la barbe, et c'est pourquoi le barbier portait un bassin en laiton. Et le hasard ayant fait en route qu'il s'était mis à pleuvoir, pour ne pas tacher son chapeau qui devait être neuf, il s'était mis le bassin sur la tête, comme il était propre, il brillait à une demi-lieue. Le barbier montait un âne gris, comme Sancho l'avait dit. Tout cela donna à Don Quichotte de quoi s'imaginer voir un cheval gris pommelé, un chevalier et un heaume en or. Car toutes les choses qu'il voyait, il les accommodait très facilement avec les pensées de ses chevaleries divagantes et aberrantes. Et lorsqu'il vit le pauvre cavalier approcher, sans se mettre à parler avec lui, il le chargea pique basse de toute la vitesse de Rocinante, décidé à le transpercer de part en part. Quand il fut tout près, sans ralentir la furie de sa course, il lui dit « Défends-toi, chétive créature, ou accepte de me donner ce qui m'est dû si justement. » Le barbier, qui vit venir sur lui ce fantôme si peu imaginé ou redouté, n'eut pas d'autre remède pour pouvoir éviter le coup de lance que de se laisser tomber de l'âne. Et il n'avait pas touché le sol qu'il se releva, plus vif qu'un daim, et partit en courant dans cette plaine, si vite que le vent n'eût pu le rattraper. Il laissa le bassin au sol. Ce fut assez pour satisfaire Don Quichotte, qui dit que le païen s'était montré sage et avait imité le castor, lequel, se voyant pressé par les chasseurs, se tranche et s'arrache avec les dents ce que par instinct naturel, il sait être l'objet de la poursuite. Il ordonna à Sancho de ramasser le heaume. Celui-ci dit en le prenant dans ses mains « Pardieu, c'est un bon bassin. Il vaut un réal de 8, aussi sûr qu'il vaut un maravédi. » Il le donna à son maître, qui se le mit aussitôt sur la tête et le fit tourner des 2 côtés en cherchant la bavière. Et comme il ne la trouvait pas, il dit « Sans aucun doute, le païen, à la taille duquel on a d'abord forgé cette fameuse salade, devait avoir une tête très grosse. Mais le pire, c'est qu'il en manque la moitié. » Lorsque Sancho entendit appeler salade le bassin, il ne put se retenir de rire, mais la colère de son maître lui revint à l'esprit, et il s'arrêta au milieu. « De quoi ris-tu, Sancho ?» « Je ris d'imaginer la grosse tête qu'avait le païen propriétaire de cette armée, qui ressemble en tout point à un bassin de barbier. »« Sais-tu ce que j'imagine, Sancho ? C'est que quelque accident extraordinaire a fait tomber cette fameuse pièce, ce heaume enchanté, entre les mains d'un qui n'a pas su la reconnaître, ni en estimer la valeur, et sans savoir ce qu'il faisait, il a dû, en la voyant faite d'un or très pur, en fondre une partie pour tirer profit du prix, et avec l'autre il a fait ceci, qui ressemble à un bassin de barbier, comme tu dis. Mais peu importe, moi en tout cas je la reconnais, et sa transmutation ne change rien. Je la réparerai au premier village où il y aura un forgeron, et d'une telle façon que celle que fit et forgea le dieu des forges pour le dieu des batailles ne la surpassera pas, ni même ne l'égalera, et en attendant je la porterai comme je pourrai. Mieux vaut quelque chose que rien, d'autant plus que ça suffira pour me défendre d'un jet de pierre. Ça suffira,
sauf si on tire avec une fronde comme ils ont tiré dans la bataille des deux armées, lorsqu'ils vous ont baptisé les dents, et qu'ils vous ont cassé la fiole où se trouvait où se trouvait ce benoîtissime breuvage qui m'a fait vomir les tripes. Je ne regrette pas beaucoup de l'avoir perdu, puisque tu le sais bien, Sancho, j'ai la recette dans ma mémoire. Je l'ai, moi aussi. Mais si je le faisais, je ne l'essaierais plus jamais de ma vie. Que je meure si j'en mens. En plus, je ne crois pas que je me mettrais en situation d'en avoir besoin, parce que je crois que j'éviterais de tous mes 5 sens d'être blessé et de blesser quelqu'un. Pour ce qui est d'être berné une nouvelle fois, je n'en parle pas. On ne peut pas prévenir ce genre de malheur, et si ça arrive, on ne peut que rentrer les épaules, retenir son souffle, fermer les yeux et se laisser aller où le sort et la couverture nous envoient. Tu es un mauvais chrétien, Sancho, car tu n'oublies jamais l'offense qu'on a pu te faire une seule fois. Apprends donc qu'un cœur noble et généreux ne fait pas cas d'enfantillage. Es-tu resté avec un pied boiteux, une côte cassée, une tête fendue, pour que tu n'oublies pas cette plaisanterie? Car à bien y réfléchir, ce fut une plaisanterie, un passe-temps. Si je ne l'avais pas compris ainsi, en effet, je serais retourné là-bas, et pour ta vengeance, j'aurais fait plus de mal que n'en ont fait les Grecs pour l'enlèvement d'Hélène. Quant à celle-ci, si elle vivait de notre temps, ou si ma Dulcinée avait vécu du sien, elle aurait pu être sûre de ne pas avoir cette si grande réputation de beauté qu'elle a. Là-dessus, il poussa un grand soupir qui l'envoya dans les nuages. Et Sancho répondit. Une plaisanterie, d'accord. De toute façon, une vengeance pour de bon n'est pas possible. Mais moi je sais la qualité de ce qui s'est passé pour de bon, et de ce qui s'est passé par plaisanterie. Et je sais aussi que jamais cela ne tombera de ma mémoire, comme jamais cela ne quittera mes épaules. Mais laissons cela de côté, et dites-moi ce que nous allons faire de ce cheval gris pommelé qui ressemble à un âne gris, et qu'a laissé ici abandonner ce Martin que vous avez culbuté. À la façon dont il a pris la poudre d'escampette et mis les choses de Villa Diejos, il n'est point apparence qu'il revienne jamais le chercher, et sur ma barbe que c'est un roussin très bon. Je n'ai jamais eu l'habitude de dépouiller ceux que je vins, et ce n'est pas un usage de chevalerie, de leur prendre leurs chevaux et de les laisser à pied, sauf lorsque le vainqueur a lui-même perdu le sien dans la bataille, car dans ce cas il est licite de prendre celui du vaincu, puisqu'il a été gagné en guerre licite. C'est pourquoi, Sancho, laisse ce cheval, cette âne, ou ce que tu voudras que ce soit. Dès qu'il verra que nous nous sommes éloignés d'ici, son propriétaire reviendra le chercher. Dieu sait combien je voudrais l'emporter, ou au moins l'échanger contre le mien qui ne me semble pas si bon. Vraiment, elles sont étroites, les lois de la chevalerie, si elles ne donnent pas du large en permettant d'échanger un âne contre un autre. Et je voudrais savoir si je pourrais changer au moins les harnais. Sur ce point, je ne suis pas très sûr. Et dans ce cas douteux, jusqu'à plus ample information, je dis que tu peux les échanger si tu en as une nécessité pressante. Si pressante que même si c'était pour ma propre personne, je n'en aurais pas plus besoin. Et à l'instant, autorisé par cette licence, il fit la mutatio caparum, et mit son âne en grande toilette, le laissant avantager du tiers et du quin. Cela fait, ils déjeunèrent des restes du butin guerrier pillé sur la bête de Somme, burent de l'eau du ruisseau du fouloir sans tourner la tête pour le regarder, tant ils le détestaient pour la peur qu'il leur avait donnée, puis la colère coupée, et même la mélancolie, ils montèrent à cheval, et sans prendre un chemin précis, car c'était tout à fait l'habitude des chevaliers errants de ne pas en choisir un, ils se mirent en route au gré de la volonté de Rocinante, qui emportait à sa suite celle de son maître et même celle de l'âne, qui le suivait partout où qu'il le guida. En bon amour. Pardon. Qui emportait à sa suite celle que son maître et même celle de l'âne, qui le suivait partout où qu'il le guida, en bon amour et compagnie. Moyennant quoi, ils revinrent au chemin royal, et le suivirent à l'aventure sans nul autre dessein. Ils cheminaient ainsi, lorsque Sancho dit à son maître. Monsieur, je vous demande l'autorisation de parler avec vous, car depuis que vous m'avez imposé cet inhumain commandement de silence, il y a plus de 4 choses qui m'ont pourri dans l'estomac, et en ce moment que j'en ai une seule sur le bout de la langue, je ne voudrais pas qu'elle se gâte. Dis-la, et sois bref dans tes discours, car il n'y en a pas d'agréables lorsqu'ils sont longs. Je voulais dire, monsieur, que depuis quelques jours j'ai réfléchi qu'on gagne et récolte peu à aller cherchant les aventures que vous cherchez par ces lieux déserts et ces croisées des chemins. Ou même si on réussit et gagne dans les plus dangereuses, personne n'est là pour les voir et les connaître, et elles doivent donc rester dans un perpétuel silence, au préjudice de ce que vous voulez et de ce qu'elles méritent. Aussi, à mon avis, mais je m'en remets au vôtre qui est meilleur, il vaudrait mieux que nous allions servir quelque empereur ou un autre grand prince qui ait quelque guerre, au service duquel vous montrerez la valeur de votre personne, votre grande force, et votre intelligence plus grande encore. Voyant cela, le seigneur que nous servirons sera forcé de nous rémunérer chacun selon ses mérites. Et là-bas, il ne manquera pas de personnes capables de mettre par écrit vos exploits, pour mémoire perpétuelle. Des miens, je n'en dis rien, car ils n'ont pas à dépasser les limites écuyères,
même si je peux dire que si dans la chevalerie on a pour usage d'écrire les exploits des écuyers, ils ne resteront pas entre les lignes. Tu n'as pas tort, Sancho. Mais avant d'arriver à ce terme, il faut aller par le monde chercher les aventures comme pour confirmation, afin qu'en réussissant quelques-unes, on se fasse un nom et une renommée, si bien que lorsqu'il va à la cour de quelque grand monarque, le chevalier est déjà connu par ses œuvres, et à peine les jeunes gens l'ont-ils vu passer les portes de la ville, qu'ils le suivent tous et qu'ils l'entourent en criant « C'est le chevalier du soleil !» ou du serpent, ou d'une autre devise sous laquelle il aura fait de grands exploits. C'est, diront-ils, celui qui a vaincu en combat singulier le grand géant Brochebrun le Tout-Fort, celui qui a désenchanté le grand Mameluc de Perse, de ce grand enchantement où il était depuis presque 900 ans. Et c'est ainsi que de proche en proche, ils iront vantant ses exploits. Alors le vacarme des jeunes gens et du reste de la foule fera venir le roi de ce royaume à la fenêtre de son palais royal, et dès qu'il voit le chevalier, il le reconnaît à ses armes ou à la devise de l'écu, et il faut qu'il dise « Allez, debout, sortez, mes chevaliers, tous ceux de ma cour, pour recevoir la fleur de la chevalerie que voici venir. » À cet ordre, tous sortiront, et il viendra jusqu'à la moitié de l'escalier, et il l'étreindra avec force, et lui donnera sur le visage le baiser de paix, et ensuite il le mènera par la main à l'appartement de madame la reine, que le chevalier trouvera en compagnie de l'infante sa fille, qui est obligatoirement une des demoiselles les plus belles et les plus accomplies qui se puissent à grand-peine découvrir sur la majeure partie de la surface de la terre. Il arrivera ensuite que, presque instantanément, elle portera ses yeux sur le chevalier, et lui dans les siens, et chacun semblera à l'autre chose plus divine qu'humaine, et sans savoir comment, ils devront rester prisonniers, pris tous les deux dans l'inextricable filet de l'amour au grand émoi de leur cœur, faute de savoir comment faire pour se parler afin de révéler leurs angoisses et leurs sentiments. De là, on le conduira sans doute dans une chambre du palais richement décorée, où, après lui avoir ôté ses armes, on lui apportera un riche manteau d'écarlate pour qu'il le revête. Et s'il avait belle allure en armes, il paraîtra aussi bien et même mieux en pourpoint. La nuit tombée, il dînera avec le roi, la reine et l'infante, sans jamais quitter les yeux de cette dernière, la regardant à l'insu des assistants. Elle en fera de même avec autant d'adresse, car comme je l'ai dit, c'est une très sage demoiselle. On lèvera les tables et entrera à l'improviste par la porte de la salle. On lèvera les tables et entrera à l'improviste par la porte de la salle un nain laid et petit, avec une belle duègne qui le suit entre deux géants. Il apporte une certaine aventure créée par un sage très antique, et celui qui l'accomplira sera tenu pour le meilleur chevalier du monde. Le roi ordonnera aussitôt à tous les présents de la tenter. Aucun n'en viendra à bout, sauf le chevalier son hôte, pour sa plus grande renommée, ce qui donnera beaucoup de plaisir à l'infante, qui se tiendra pour satisfaite et largement payée d'avoir mis ses pensées en si haut lieu. Mais le meilleur, c'est que ce roi ou ce prince, ou quel que soit son titre, a une guerre très acharnée avec un autre, aussi puissant que lui, et après avoir passé quelques jours à sa cour, le chevalier son hôte lui demande l'autorisation d'aller le servir dans cette guerre. Le roi la lui donnera très volontiers, et le chevalier lui baisera courtoisement les mains pour la faveur qu'il lui fait. Cette même nuit, il prendra congé de sa dame l'infante, à la grille d'un jardin qui donne sur l'appartement où elle dort. Là, il lui a déjà parlé bien des fois grâce à l'entremise d'une demoiselle informée de tout, et à qui l'infante fait toute confiance. Il soupirera, elle se pâmera. La demoiselle apportera de l'eau. Elle s'inquiétera beaucoup, car le matin approche, et pour l'honneur de sa dame, elle ne voudrait pas qu'il soit découvert. Enfin, l'infante reviendra à elle-même. Elle donnera par la grille ses blanches mains au chevalier, qui les baisera 1000 et 1000 fois et qui les mouillera de ses larmes. Ils auront tous deux convenu de la façon dont ils se feront connaître leurs bonnes ou leurs mauvaises nouvelles. La princesse lui demandera de revenir le plus vite possible. Il recommencera à lui baiser les mains et la quittera avec tant d'émotion que peu s'en faudra qu'il perde la vie. De là, il va à son appartement, se jette sur le lit, ne peut dormir à cause de la douleur de la séparation, se lève très tôt, va prendre congé du roi, de la reine et de l'infante. Après qu'il a pris congé des deux premiers, on lui dit que celle-ci est malade et qu'elle ne peut recevoir visite. Le chevalier pense que c'est la douleur de son départ. Cela lui déchire le cœur et peu s'en faut qu'il ne donne des preuves visibles de sa peine. La demoiselle, qui est leur intermédiaire, est là pour tout noter et va le rapporter à sa dame qui la reçoit avec des larmes et lui dit qu'une de ses plus grandes peines est de ne pas savoir qui est son chevalier, s'il est ou non de lignage royal. La jeune fille lui assure que toute cette courtoisie, cette noble vivacité d'esprit et cette vaillance peuvent seulement se trouver en un sujet royal et au lignage de poix.
L'affligée s'apaise à ses péroles. Elle essaie de se consoler pour ne pas livrer de malheureux indices sur elle-même à ses parents. Au bout de 2 jours, elle paraît en public. Le chevalier est déjà parti. Il combat à la guerre, vainc l'ennemi du roi, gagne de nombreuses villes, triomphe dans de nombreuses batailles, revient à la cour, voit sa dame à l'endroit habituel. On décide qu'il la demandera pour femme à son père en paiement de ses services. Le père ne veut pas la lui donner parce qu'il ne sait pas qui il est. Malgré tout, soit qu'il l'ait enlevée, soit d'une autre façon, quelle qu'elle soit, l'infante finit par devenir son épouse, et son père finit par considérer cela comme une grande chance, parce qu'on a fini par établir que ce chevalier est le fils d'un roi valeureux, de je ne sais quel règne, car je ne crois pas qu'il soit sur la carte. Le père meurt, l'infante hérite. En 2 mots, le chevalier reste roi. Voici venu le temps de faire des faveurs à son écuyer, et à tous ceux qui l'ont aidé à parvenir à un état si élevé. Il marie son écuyer avec une demoiselle de l'infante, sans doute celle qui a été entière dans leurs amours, et qui est la fille d'un duc de très haut rang. C'est ça que je veux. Et on respecte les limites du terrain. Je m'appuie là-dessus parce que, au pied de la lettre, c'est tout ce qui doit vous arriver, puisque vous vous appelez le chevalier à la triste figure. N'en doute pas, Sancho, car c'est de cette façon et par les étapes que je t'ai décrites que les chevaliers errants s'élèvent et se sont élevés jusqu'à être rois et empereurs. Maintenant, il ne reste qu'à regarder quel roi des chrétiens ou des païens a une guerre et une fille jolie. Mais nous aurons le temps de le faire, parce que, comme je te l'ai dit, il faut d'abord acquérir la célébrité ailleurs, avant de venir à la cour. Il me manque aussi autre chose, c'est qu'en admettant qu'on trouve un roi en guerre avec une fille jolie, et que j'ai acquis une renommée incroyable par tout l'univers, moi je ne sais comment il pourrait se faire que je sois de lignage royal, ou au moins que je sois second cousin d'un empereur. Car le roi ne voudra pas me donner sa fille pour épouse s'il n'est pas d'abord bien informé sur ce point, même si mes fameux exploits le méritent. Aussi je crains que ce manque ne me fasse perdre ce que mon bras avait bien mérité. Il est sans doute vrai que je suis hidalgo d'origine connue, avec possession et propriété, et droit aux 500 sols de réparation. Et il pourrait se faire que le sage qui écrira mon histoire éclaircisse ma parentèle et mon ascendance, qu'il découvre que je suis petit-fils de roi à la 5e ou à la 6e génération. Car je te fais savoir, Sancho, qu'il y a 2 sortes de lignages dans le monde. Les uns emportent et traînent jusqu'à terre une ascendance issue de princes et de monarques. Peu à peu le temps l'a défaite et ils se sont achevés en pointe comme des pyramides. Les autres ont pris commencement de gens bas et vont montant échelon par échelon jusqu'à parvenir à être de grands seigneurs. De telle sorte que toute la différence est que les uns furent et ne sont pas, et que les autres sont et ne furent pas. Il pourrait se faire que je sois des premiers, et qu'après vérification mes origines aient été grandes et fameuses, ce dont devrait se contenter le roi mon futur beau-père. Si ce n'est pas le cas, il faudra que malgré son père l'infante même temps, que tout en sachant clairement que je suis fils d'un porteur d'eau, elle m'acceptera pour seigneur et pour époux. Autrement, entre considération l'enlèvement, pour l'emmener là où il me plaira, car le courroux de ses parents finira avec le temps ou avec la mort. Là aussi, ce que disent quelques sans foi ni loi convient bien. Ne demande pas de gré ce que tu peux prendre de force. Mais il va encore mieux de dire « Mieux vaut saut en buisson que prière d'homme bon ». Je le dis parce que si monsieur le roi, votre beau-père, ne voulait pas s'assouplir et vous donner madame l'infante, il faut faire ce que vous dites, l'enlever et la transplanter. Mais l'ennui, c'est que le temps que la paix se fasse et que vous jouissiez pacifiquement du royaume, le pauvre écuyer n'aura rien sous la dent pour ce qui est des faveurs, à moins que la demoiselle entière, celle qui doit être sa femme à lui, parte avec l'infante et qu'il l'accompagne dans sa mauvaise aventure jusqu'à ce que le ciel ordonne aux autres autre chose, parce que je le crois, son maître pourra alors la lui donner pour légitime épouse. Ça, personne ne l'enlèvera. Bon, puisque cela peut arriver, il n'y a qu'à nous de recommander à Dieu, et laisser la fortune rouler par où se passera le mieux. Que Dieu le veuille, comme je le désire, et comme toi, Sancho, tu en as besoin. Et méchant soit qui pour méchant se tient. À la volonté de Dieu, moi je suis vieux chrétien, et pour être comte, ça me suffit. Et même plus que suffit, et si tu ne l'étais pas, ça ne ferait rien à l'affaire. Étant roi, je puis parfaitement te donner la noblesse sans que tu l'achètes ni que tu me serves en rien. Car en te faisant comte, te voilà chevalier, et qu'ils disent ce qu'ils veulent, sur ma foi, ils devront appeler votre seigneurie, que cela leur plaise ou non. Et je te prends le pari. Moi je ne saurais pas justifier mon imminence? Tu dois dire éminence, et non imminence. Si vous voulez. Je dis que je saurais bien m'accommoder, parce que sur ma vie, j'ai été un temps bedeau d'une confrérie, et la robe de bedeau m'allait si bien que tout le monde disait que j'avais l'allure pour pouvoir être majordome de la confrérie. Alors qu'est-ce que ce sera lorsqu'on me mettra une grande robe ducale sur le dos, ou qu'on m'habillera d'or et de perles à la manière d'un comte étranger? Moi je crois qu'on viendra me voir de 100 lieues. Tu auras belle allure, mais il faudra te raser la barbe, car tu l'as si épaisse, si touffue et si mal ordonnée,
que si tu n'y passes pas le rasoir au moins tous les 2 jours, à tir d'arquebuse on verra clairement ce que tu es. Il n'y aura qu'à prendre un barbier, et le garder salarié à la maison. Et même s'il le faut, je le ferai marcher derrière moi, comme le valet d'écurie d'un grand. Et comment sais-tu que les grands marchent suivis de leur valet d'écurie? Je vais vous le dire. Ces dernières années, j'ai été 1 mois à la capitale, et là j'ai vu qu'un homme très petit, dont on disait qu'il était très grand, se promenait avec derrière lui un homme à cheval, qui le suivait à tous les tournants. On aurait vraiment dit que c'était sa queue. J'ai demandé pourquoi cet homme n'allait pas à ses côtés, mais marchait toujours derrière. On m'a répondu que c'était son valet d'écurie, et que c'était la mode chez les grands de marcher suivi de ce genre de serviteur. Depuis ce temps, je le sais si bien que je ne l'ai jamais oublié. Je le dis, tu as raison, et tu peux donc emmener ton barbier, car les usages ne sont pas tous venus en même temps, et n'ont pas été inventés une fois pour toutes, et tu peux être le premier comte qui emmène son barbier derrière lui. Faire la barbe est même chose de plus de confiance que sceller un cheval. Cette affaire du barbier restera à ma charge, et la vôtre sera de tâcher de devenir roi et de me faire comte. Nous ferons ainsi. Et en levant les yeux, Don Quichotte vit ce qu'on dira au chapitre suivant. Et c'est la fin du chapitre 21. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, chers amis. Je pense à ça aussi, petite Sab, maintenant, à cause de toi. Je suis Sancho de Cuba. Et je fais chick chick et boom, chick chick et boom, chick chick et boom. Je suis très fan de Jim Carrey en plus, donc bon. Merci, petite Sab. Petite Sab, tu nous gâches la lecture à tous en nous faisant penser à Sancho de Cuba. Quand on parle de Sancho Panza. Miari, c'était cool, merci pour la lecture et le live, tu lis vraiment très bien. Oh, merci Miari, ça fait plaisir, merci beaucoup pour les compliments. Et en plus, enfin ouais, ce soir j'ai l'impression, bah, j'ai pas l'impression d'avoir lu très mal, il y a des soirs qui ont été pires, mais j'ai l'impression d'être encore fatigué, comme je le disais, de mes 3 dernières nuits. Et j'ai l'impression d'avoir buté sur des mots sur lesquels j'aurais pas buté habituellement. Enfin, sur des phrases plutôt, parce qu'il n'y a pas des mots particuliers qui me font buter, mais ouais, bref. Je vais aller voir ça, Miari, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, je vais aller gérer le Discord. Forcément, pendant que j'ai des notifications sur Discord en live, j'en parle pas. Mais je vais aller voir ça après le live. Je vais aller modérer tout ça. En tout cas, merci de me mettre au courant. Ouais, j'ai bien kiffé ce chapitre 21. Bien bien kiffé. Franchement, je pense que c'est l'un des lives que j'ai préféré sur la lecture de Don Quichotte, celui de ce soir. J'ai trouvé les 3 chapitres drôles en fait. J'ai trouvé les 3 chapitres très... ouais, très... comment dire? Bah, très plaisants, tout simplement. Ils avaient un gros côté humoristique, je trouve. Ils étaient très ludiques aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé pas mal de choses dans les 3 chapitres de ce soir. Et là, du coup, bah, le dernier, encore une fois, dans la même veine, hein, avec une péripétie qui n'en est pas une, récupérer soi-disant un home qui aurait été fondu en seau, enfin en bassine de barbier. Je trouve ça hyper marrant. Et la manière dont ils font des plans sur la comète, Sancho et Don Quichotte me fait rire. Chose que je comprends pas du tout, c'est comment Sancho peut croire à ce point qu'il va récupérer des récompenses, une île, peut-être être fait chevalier, etc., etc., et que Don Quichotte va devenir roi, etc., si à plein d'autres moments, il se fout littéralement de sa gueule et il le prend pour fou, bah, notamment avec la bassine du barbier, où lui, il était en mode mais c'est une bassine de barbier, t'es con, quoi. Bah, donc ouais, c'est étonnant, mais bon, ça, c'est très marrant. C'est très très marrant. On voit du coup qu'a priori Sancho est quand même très simplet aussi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et oui, par contre, le long monologue qu'a eu Don Quichotte pour expliciter la suite des événements, entre guillemets, et ben en fait c'est hyper drôle parce que c'est vraiment la structure d'un roman de chevalerie. Donc c'est comme si l'auteur Cervantes nous disait, voilà, vous voyez, tous les romans de chevalerie ça se passe comme ça. Même Don Quichotte l'a compris.
Bah voilà, ça va nourrir sa folie. Et du coup, maintenant, une question se pose. Est-ce qu'il va réussir à, à plaquer cette fantaisie sur sa réalité? Est-ce qu'il va réussir à faire perdurer cette tradition chevaleresque? Ou est-ce que... Et du coup, est-ce que c'était prophétique de la suite des aventures, que ce soit dans le tome 1 ou le tome 2, hein, si ça se trouve, ça vient au tome 2, j'en sais rien. Ou est-ce que nenni, ça va partir dans tous les sens et ça va jamais suivre cette trame qu'on vient de nous décrire? Ça m'intéresse vachement et ça m'intrigue vachement de savoir si l'auteur vient pas de nous dire bon bah voilà ce qui va se passer sur tous les chapitres à venir, ou si au final ça va pas marcher du tout. Rien de grave, je pense plus marrant. Ah bon bah ça va alors. Dommage que c'est déjà fini, j'aime bien, tu vas être obligé de continuer. Ah, je continuerai petite Sab, je continuerai vendredi à 21 h. Et je sais pas combien de chapitres je lirai, mais grosso modo, je m'arrange toujours pour lire autant de chapitres, autant de pages, pour que le live fasse entre 1 h 30 et 2 h, 2 h 30 maximum, pour les lives de lecture, parce que sinon je sais que ça m'éraille la voix de manière trop définitive, entre guillemets. Alors c'est pas définitif bien sûr, mais de manière trop longue. Parce que si je m'éraille un petit peu la voix aujourd'hui, je peux relire vendredi. Si je m'éraille beaucoup la voix aujourd'hui, je serai encore fatigué vendredi. Donc du coup, je vais me la re-érailler encore plus. Et du coup, bah la semaine prochaine, je peux plus live lecture, tu vois. Donc voilà, je préfère ménager ma monture, je préfère ménager ma rocinante. Mes cordes vocales, c'est ma rocinante à moi. Et moi, par rapport à Don Quichotte, je ménage beaucoup ma monture. Mopito. Comme tu le remarquais au début, on sent la trame au fil des chapitres avec un nouvel événement. Le quiproquo et Don Quichotte qui frappe, je me demande juste si ça ne va pas devenir lassant, je n'espère pas. Je suis d'accord avec toi, Mopito. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le risque. Parce que pour le moment, c'est vrai que ça se répète pas mal, mais ça arrive à être suffisamment. Je pense que ça arrive à être suffisamment drôle, en fait, surtout, pour que ça continue à nous prendre. Et comme je le disais, pour moi, il y a un côté très cartoonesque presque. C'est comme une suite de gags. Toutes leurs péripéties, c'est comme une suite de gags. J'ai l'impression vraiment. C'est comme si je voyais plein d'épisodes de Bip Bip et Coyote, sauf que c'est Don Quichotte et Sancho, quoi. Donc ouais, moi je trouve ça pas lassant pour le moment, mais c'est vrai que à terme ça pourrait le devenir. Euh, Même si voilà, il y a des changements qui adviennent, hein. Par exemple là, le fait que Sancho soit interdit de beaucoup parler et que Don Quichotte ait mis une vraie distance avec lui, ça m'a beaucoup étonné ça pour le coup. Même si au final ça s'en ressent pas parce qu'il continue à beaucoup parler, euh, mais ouais, il y aura certainement évolution de l'histoire, je le pense, je pense. Et du coup, ben écoutez, je vous ai lu quoi en dernier là? Je vous ai lu ça. Ouais, je regarde brièvement, très très brièvement, les prochains chapitres. Et je pense vraiment qu'il y aura une évolution et qu'après, je veux pas me spoiler, mais je pense qu'après il y aura des arcs en fait. Je pense qu'après il y aura des arcs, il y aura des chapitres qui formeront toute une péripétie. Là, on est un peu sur un rythme de une, d'un chapitre une péripétie, mais je pense qu'à terme, ça sera plusieurs chapitres pour une péripétie. On aura des choses de plus grande envergure. Je pense que le plus grand trait de Sancho est qu'il est très influençable. Ouais, je pense qu'on peut le voir comme ça, ouais. Le prochain live est le dernier où le volume est fini. Non, pas du tout, Nyari. Pas du tout, pas du tout. On n'est même pas à la moitié du tome 1. C'est ça que tu demandais? Mais ouais, non, non, pas du tout. On n'est pas du tout. On est à peine à la moitié du tome 1. On est à 283 pages sur 697. Donc, ouais, on est même pas à la moitié. On n'est pas à la moitié de 50 pages. Normalement, vendredi, on sera à peu près à la moitié. Mais ouais, 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 cette lecture va durer très très longtemps. Et c'est pour ça aussi, vu qu'il y a deux tomes en plus, tome 1 et tome 2, vu qu'il y a deux tomes, et je sais pas s'ils se font suite directement. Mais en tout cas, je pense qu'entre les deux tomes, je vais faire une pause parce que, comme je vous le disais, moi j'aime bien varier les plaisirs. Et ça m'embêterait de faire ça trop longtemps. De passer 3 mois sur Don Quichotte, j'en ai pas envie. Même si la lecture est agréable pour le moment, je sais que 3 mois sur Don Quichotte, j'en aurais pas envie. Donc certainement, entre le tome 1 et le tome 2, je ferai une petite pause, j'entrecouperai avec une autre lecture.
J'ai déjà un bouquin en tête pour l'autre lecture qui n'est pas trop long. Comme ça nous permettrait quand même de faire Don Quichotte sur un espace temporel pas trop écarté. Mais ouais. Faudra que je réfléchisse à ce qu'on lira dans la pause, mais j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, grosso modo, c'est ma mère qui m'a acheté. C'était pour Noël? Non, c'était pas pour Noël, c'était. Non, non, c'était aux vacances d'été qu'elle m'a acheté ça et je l'avais mis de côté jusqu'à présent. Mais en gros, ma mère m'a acheté un texte d'une auteure vraiment pas connue du tout. Mais il est assez court et il a l'air drôle et hyper intelligent ou intéressant. En tout cas, ça a l'air d'être un texte un peu, je vais dire philosophique, je sais pas si c'est trop le terme, mais d'analyse de la société, etc. Mais ouais, très court et rempli de trucs bien vus a priori en mode ah ouais, tiens, c'est marrant qu'on fasse ça. Enfin bon, bref. Donc je pense que ça changera un petit peu, ça pourrait être intéressant. Et puis surtout, c'est un auteur totalement inconnu. Et même si majoritairement je fais des gros classiques dans ces lives de lecture, bah ça me fait plaisir aussi de fouiller un petit peu. Alors forcément, c'est beaucoup plus dur de les trouver puisqu'ils sont moins connus. Mais ça me fait plaisir aussi d'avoir la curiosité d'aller fouiller un petit peu et trouver des choses un peu moins grand public peut-être. Et puis peut-être essayer justement de leur donner je vais pas dire un nouvel éclairage, mais ou une nouvelle vie, ce serait me la péter un peu, mais ouais. En tout cas, leur donner un nouvel auditoire, ça serait cool. Un nouveau lectorat. Enfin bref. Voilà, voilà. Trêve de bavardage pour moi ce soir, les amis. Je vous rappelle que, a priori, il n'y aura pas de live demain. Par contre, je vais enregistrer quelque chose. Bah, du coup, je vous reprends jeudi. Jeudi, prochain live à 21 h pour la présentation découverte de la mise à jour de Sea of Thieves avec l'arrivée des saisons et du game, enfin comment on appelle ça? D'un pass quoi, comme dans tous les jeux. Donc ouais, il va y avoir un season pass. Donc ça va être vraiment une grosse mise à jour. Il y aura beaucoup de choses à voir. Je suis très curieux, j'appréhende, mais je suis très curieux et on va voir ce qu'il en sera sur cette ce qu'il en sera sur cette mise à jour. Sinon, prochaine lecture, c'est vendredi 21 h. Je vous répète pas les autres rendez-vous de la semaine, je les ai déjà mis sur Discord, Facebook et Twitter où je vous invite à me rejoindre pour pouvoir suivre jour après jour les lives et les rediffusions. Et puis écoutez, comme d'habitude sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'être passés, vous avez été nombreux, ça m'a fait très plaisir. Et je te remercie notamment Miari pour ton renouvellement d'abonnement. Ça me touche, merci beaucoup. Allez, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Et bye bye!